Une simple éponge et du bicarbonate de soude permettent d'effacer les petites taches de graisse, les traces de doigts et les marques sur les murs, ou sur toute autre surface peinte comme les meubles et les clôtures en bois. Il suffit de saupoudrer un peu de bicarbonate de soude sur une éponge sèche et de frotter la zone maculée dans un mouvement circulaire. Utilise ensuite un chiffon propre et sec pour essuyer le bicarbonate de soude afin d'éliminer toute trace de saleté résiduelle. Si tu crains que cette technique n'abîme ta peinture, essaye d'abord un tout petit peu de bicarbonate de soude et vois comment la surface réagit. Si tu veux extraire le maximum de jus de ton citron, mets-le d'abord au micro-ondes pendant 15 secondes. Ensuite, fais-le rouler sur une surface dure. Et à présent, il n'y a plus qu'à utiliser ton presse-agrumes manuel. Lorsque tu casses du verre ou de la poterie sur le sol, il peut être difficile de distinguer et de ramasser tous ces minuscules fragments, surtout si le verre est transparent. Devine ce qui peut t'aider. Une tranche de pain. Après avoir enlevé tous les gros morceaux, passe soigneusement une tranche de pain épaisse sur le sol pour ramasser ces petits éclats. Il devrait rester coincé dans le pain, mais veille à le faire très soigneusement ou à porter des gants de protection. Et ne te prépare pas un sandwich juste après. Je dis ça, je dis rien. Si tu es un grand amateur d'ail, voici une astuce pour toi. Coupe un bulbe d'ail en deux et frotte-le dans un bol vide pour lui donner une saveur agréable. Tu peux ensuite y mettre tes pâtes, ton risotto ou ta salade et savourer un bon repas. Les tubes de Pringles sont faits d'un mélange de papier, de plastique et de métal, ce qui en fait une bonne option pour organiser tes condiments. Tu peux peindre les tubes d'une couleur unie pour les assortir au style minimaliste de ta cuisine, puis coller des étiquettes sur le côté. As-tu déjà eu du mal à enfiler une aiguille? Voici une solution adéquate. Place ta brosse à dents sur la table et fais passer ton fil entre ses poils. Pousse ensuite doucement l'aiguille vers le bas. Les poils rigides t'aideront à faire passer le fil par le chat de l'aiguille sans effort. Une fois ton objectif atteint, tu n'as plus qu'à terminer le travail en tirant avec tes doigts. Si le thé a laissé des taches qui ne s'en vont pas au lavage sur ta tasse favorite, essaye d'appliquer un peu de dentifrice sur ton éponge. Cela s'applique également lorsque tu dois faire briller tes couverts sales. Il est préférable d'utiliser une éponge légèrement abrasive. Elles sont très utiles pour éliminer les traces sombres sur la vaisselle. Mettons que tu aies récemment reçu un très beau bouquet. Mais les fleurs ont pris cet air tristounet en un clin d'œil. Tu peux prolonger leur vie très facilement et presque gratuitement. Tout d'abord, remplis un vase d'eau fraîche et mets-y quelques cuillères à café de sucre. Cela aidera à nourrir tes fleurs. Avant de les remettre dans le vase, coupe environ 1 cm de la tige. Veille à la couper en biais comme ceci. Cette astuce augmentera la surface d'absorption de l'eau. Répète cette opération avec toutes les tiges, surtout celles qui sont rigides. Remets le bouquet dans le vase. Les fleurs devraient être ragaillardies dans les 12 heures qui suivent. Si tu as froid aux pieds, mets-les dans un vase. Non, attends, je m'en mêle les pinceaux. Utilise un sèche-cheveux pour réchauffer tes pantoufles avant de t'en servir. Cette astuce s'applique également à tes chaussures d'extérieur en hiver. En parlant de pieds, ouf, il existe un bon moyen de se débarrasser des odeurs désagréables. Applique environ 10 gouttes de ton huile essentielle préférée sur 2 boules de coton. Place ensuite ces boules dans tes chaussures et laisse-les reposer toute la nuit. Le matin, retire-les et profite de cette nouvelle fragrance exotique. Tu peux aussi mélanger plusieurs de tes parfums préférés pour personnaliser encore plus l'odeur de tes chaussures. Si ton tuyau d'évacuation est un peu sale et malodorant, il existe une astuce géniale pour résoudre ce problème. Mets 2 cuillères de bicarbonate de soude et verse un peu de vinaigre. Il ne te reste plus qu'à te détendre et à profiter du spectacle. Le mélange va mousser et aider à décoller la saleté. Nous avons tous essayé de craquer une allumette à l'extérieur par temps venteux et nous avons tous échoué lamentablement. Eh bien, c'est que nous nous y prenions mal. Il existe un moyen facile de préparer une allumette à l'avance à l'aide d'un couteau bien aiguisé. Il suffit de tailler soigneusement les 4 coins juste en dessous de la tête de l'allumette. Répète ensuite la même technique une fois de plus pour obtenir ce résultat. Ces 8 petits éclats permettront de créer une flamme plus résistante au vent. Si tu as une petite penderie avec peu d'espace pour accrocher de nouveaux vêtements, enlève quelques goupilles métalliques du dessus de tes vieilles canettes. Elles peuvent constituer de parfaites boucles de suspension pour fixer un second cintre. Il suffit de placer l'anneau sur le crochet. Et c'est ainsi que l'on peut doubler, voire tripler l'espace de rangement sur une seule tringle. Si tu dois d'urgence fabriquer une bougie, tu peux utiliser un élément que l'on trouve fréquemment dans tous les réfrigérateurs.
As-tu deviné de quoi il s'agit? Du beurre, bien entendu. Coupe un morceau de beurre refroidi et place-le dans un plat résistant à la chaleur. Perce un trou en son centre à l'aide d'un cure-dent ou d'un bâtonnet de bois. Il nous faut maintenant une mèche. Tu peux utiliser de la ficelle ou un fil de coton ordinaire. Coupe la longueur correspondante et passe-la dans le trou de façon à ce qu'elle aille jusqu'au fond de la bougie. Enduis délicatement l'extrémité de la mèche de beurre et allume ta toute nouvelle bougie bricolée. Utilise des fers à lisser pour faire disparaître les plis de ta cravate. Ou bien, mettons que tu travailles dans un magasin et que tu doives compter une pile d'argent liquide. Les fers t'aideront à repasser rapidement ton argent pour le répartir en piles plus petites, que tu pourras ensuite fourrer dans tes poches ou dans ton sac à dos. Attends, non, ça c'est défendu. Wow, que cette fermeture éclair est coriace. Pourquoi ne glisse-t-elle pas comme toutes les autres? Mais ne te précipite pas pour jeter ton manteau. Prends donc une savonnette et frotte-la doucement de haut en bas contre la fermeture éclair. Répète l'opération des deux côtés. Peux-tu voir la différence? Coupe une jambe d'un vieux collant et mets-y 2 longs tubes en carton. Enfile-le ensuite sous la porte de ta chambre avec un tube de chaque côté. Tu seras ainsi protégé contre les courants d'air car les collants boucheront l'interstice sous la porte. Tu peux aussi utiliser cette astuce lorsque tu as besoin d'occulter complètement une pièce. Veille à utiliser des collants noirs bien épais. Imaginons que tu te rendes à une conférence dans une autre ville et que ton emploi du temps soit très chargé. Tu peux préparer tes tenues pour chaque jour à l'avance et les ranger dans différents compartiments de ton organisateur de rangement pliable. Tu peux ensuite le mettre dans ta valise, la refermer et te voilà prêt à partir. Lorsque tu arrives à l'hôtel, il te suffit de sortir soigneusement cet organiseur et de le suspendre dans le placard en 2 temps 3 mouvements. Mais n'oublie pas de prendre tes chaussures pour autant. Existe-t-il un moyen de planter un clou dans un mur sans se taper les doigts? La réponse est oui. Prends un peigne et enfonce le clou entre ses dents. De cette façon, tes doigts délicats resteront à l'écart et ne risqueront pas d'être blessés. Une fois que tu as suffisamment enfoncé le clou, tu peux retirer doucement le peigne et terminer le boulot. Si tu as urgemment besoin d'une éponge métallique pour laver ta casserole ou ta poêle sans téflon, utilise un morceau de papier d'aluminium. Froisse-le pour en faire une boule, applique un peu de liquide vaisselle et ton éponge toute neuve est prête. Maintenant, commence à frotter et prépare-toi à être surpris. Ça fonctionne très bien, n'est-ce pas? Au fait, le papier alu n'a pas besoin d'être neuf, tu peux réutiliser un morceau qui t'a déjà servi à cuisiner. Le dernier conseil s'adresse aux perfectionnistes. Si ton pommeau de douche présente une accumulation de dépôts calcaires, l'eau ne coulera pas directement vers le bas. Pour y remédier, remplis un sac en plastique de vinaigre blanc. Place ensuite le pommeau de douche dans le sac, attache-le avec un élastique et laisse-le reposer toute la nuit. Au matin, tu peux frotter ton pommeau avec une vieille brosse à dents ou même une brosse à vêtements. Cela devrait permettre d'éliminer les derniers résidus de tartre. Cette astuce s'applique également à la tête des robinets. Tu gares ta voiture dans une ruelle sombre, tu la fermes à clé et tu la laisses juste quelques minutes pour aller prendre un café. Lorsque tu reviens, ton véhicule adoré n'est plus là. Une alarme retentit. Oh, attends, c'était juste le réveil. Ouf. Heureusement, tout cela n'était qu'un rêve, et tu peux encore faire en sorte qu'il ne se réalise jamais. Tout d'abord, tu peux installer un antivol de volant dans ta voiture. Il peut s'agir d'une longue tige métallique qui passe sur le volant ou d'un verrou à chaîne relié à la boucle de la ceinture de sécurité. Ces 2 options sont efficaces pour ralentir les voleurs qui pourraient s'introduire dans ton véhicule. Mais elles ne le protègent pas à 100% contre les attaques. Les braqueurs peuvent tout simplement détacher le volant ou même casser la serrure. Il faut donc ajouter quelques couches de protection supplémentaires pour être tranquille. Les criminels aiment utiliser des dispositifs qui captent des signaux et les aident à voler des voitures sans clé. Par exemple, si la voiture est garée dans le garage d'une maison privée ou sous les fenêtres d'un immeuble à plusieurs étages, les clés restent accessibles grâce à un périphérique radio. Les voleurs peuvent facilement intercepter le signal et le propriétaire de la voiture ne remarquera jamais rien. Pour protéger tes clés des attaques par relais lorsqu'elles sont rangées à la maison, utilise quelque chose de métallique. Il suffit d'envelopper les clés dans une feuille d'aluminium pour bloquer les signaux radio ou de les conserver dans une boîte métallique sécurisée. Gare-toi dans des endroits bien éclairés et équipés de caméras de sécurité. Les entrées de bâtiments et les parkings sont toujours la meilleure option. Un garage isolé, en revanche, n'est pas toujours une bonne idée, car il peut être risqué d'un point de vue sécurité pour toi. Si toutefois tu te gares dans l'un de ces endroits, reste près du poste du gardien ou un endroit où les caméras de sécurité peuvent te voir.
Il faut toujours garder les roues tournées vers le bord du trottoir où que ce soit. Cela rendra la tâche beaucoup plus difficile aux voleurs qui tenteraient de remorquer la voiture avec une dépanneuse. Pour voler ta voiture, un criminel devra alors effectuer plusieurs manœuvres supplémentaires. Cela demande du temps et des efforts et cela devrait donc démotiver les malfaiteurs. Dans de nombreux cas, ce n'est pas ta voiture que les criminels cherchent à voler. Il s'agit plutôt du nouvel ordinateur portable rutilant que tu as abandonné sur le siège avant ou de ton sac à main de marque qui semble rempli d'objets de valeur. Il est difficile de résister à ce genre de tentation et cela conduit souvent à un cambriolage. Alors, prends donc un moment supplémentaire pour cacher tes affaires dans le coffre et ton véhicule sera moins attirant pour les criminels. Ne laisse jamais ta voiture ouverte sans surveillance, même si c'est pour acheter quelque chose 2 secondes. Si tu dois descendre, commence toujours par arrêter le moteur, fermer les fenêtres et verrouiller les portes. Toujours. Conserver la carte grise dans la voiture est un excellent moyen de faciliter le travail des voleurs. Ils pourront la présenter aux agents de police s'ils se font arrêter. Les données de ton assurance et le numéro d'identification du véhicule peuvent ensuite les aider à obtenir de nouvelles clés pour déverrouiller la voiture sans problème. Si tu n'es pas la seule personne à utiliser ta voiture, cherche un endroit secret pour cacher les papiers et n'en parle qu'aux personnes en qui tu as entièrement confiance. Tu peux aussi prendre une photo de la carte grise et des informations sur l'assurance et les stocker sur ton smartphone. Une autre option consiste à faire des copies de ces documents importants et à les garder avec toi. Tu peux aussi graver sur ton pare-brise, tes fenêtres et tes rétroviseurs le numéro d'identification du véhicule, VIN. Ce service ne coûte pas cher, mais il démotivera les voyous. En effet, ils devront dépenser de l'argent pour changer le verre marqué et réfléchiront à 2 fois avant de se lancer à l'attaque de ton véhicule. On peut aussi jouer les espions et laisser des marques sur différentes parties de la voiture avec un stylo invisible ou la recouvrir de micro-points avec ses coordonnées d'identification. Cela n'arrêtera pas les voleurs, mais il sera beaucoup plus facile de retrouver la voiture si elle est volée. Si tu sais que tu vas devoir laisser ta voiture dans un nouvel endroit et que tu penses que ce n'est pas un lieu sûr, cache-y un vieux téléphone ou une tablette allumée. Assure-toi ensuite de pouvoir le localiser. Ainsi, les fonctions « Trouver mon téléphone » te permettront de localiser le portable et la voiture en quelques secondes. Tu peux soit obtenir un plan de données économiques pour un suivi en temps réel, soit te fier au GPS, il devrait fonctionner même sans carte SIM. Protège tes rétroviseurs latéraux des voleurs avec des housses spéciales. Il existe des modèles dotés de serrures fabriquées dans des matériaux anti-découpe. La housse protégera également les rétroviseurs latéraux des rayures et des éraflures et prolongera leur durée de vie. De plus, on peut faire preuve de créativité et choisir des housses avec le logo de son équipe préférée ou un autre élément important pour soi. Plutôt sympa de personnaliser son véhicule avec un petit budget, n'est-ce pas ? Les voleurs de voitures utilisent différents stratagèmes pour détourner notre attention. Un morceau de papier collé sur la lunette arrière, une bouteille en plastique au-dessus du volant ou un t-shirt sur le coffre de la voiture. Ces petites choses, entre autres, ont toutes les chances de faire sortir le conducteur de sa voiture. Les voleurs peuvent aussi faire semblant d'être sympathiques et serviables et te dire de te garer parce qu'il y a quelque chose sous ta voiture. L'idée est, là encore, de te faire sortir de ta voiture et de les laisser la voler tranquillement. Donc, au lieu de sortir, verrouille les fenêtres et les portes et ne sors jamais s'il y a quelqu'un de suspect dans les parages. Les criminels ne sont pas les seuls à pouvoir nuire à un véhicule. Les conditions climatiques hivernales peuvent également poser un problème. Si tu ne veux pas retrouver tes essuie-glaces collés au pare-brise et les gratter tous les matins, laisse-les relever quand tu ne conduis pas. Tu as probablement entendu dire que c'est une mauvaise idée, car cela abîme le ressort du bras et peut inciter quelqu'un à voler tes essuie-glaces. Ne crains rien, les ressorts ne perdent pas leur élasticité et il n'y a pas vraiment beaucoup de gens qui en ont après tes balais d'essuie-glaces. Si toutefois tu oublies de relever les essuie-glaces et que tu les retrouves collés à ton pare-brise, essaye de faire fonctionner la climatisation. L'air froid dégivrera les vitres tout comme l'air chaud. Il fonctionne en déshumidifiant l'air. Si la serrure est gelée et que tu ne peux pas entrer dans ta propre voiture, utilise du gel désinfectant pour les mains. Cette substance peut faire fondre la glace sans problème. Pour éviter que le pare-brise ne gèle, mélange 3 volumes de vinaigre et 1 volume d'eau et vaporise cette solution sur les vitres pendant la nuit. Cela devrait permettre de gagner du temps le lendemain matin. Par temps froid, le réservoir d'essence doit toujours être plus qu'à moitié plein. L'air humide se fera un plaisir de remplir tout espace vide au-dessus du carburant dans ton réservoir. Et cet air se condensera en eau avec le froid.
L'eau étant plus dense que l'essence, elle se dépose au fond du réservoir. Lorsqu'elle s'accumule en quantité suffisante, elle passe par la conduite de carburant jusqu'au moteur, ce qui n'est pas vraiment une bonne chose. Pour protéger ta voiture adorée de la rouille, lave-la régulièrement. Une chose aussi simple que cela peut faire toute la différence. Car la saleté endommage la pellicule protectrice transparente de la peinture et permet à la rouille de s'infiltrer plus facilement. Il ne faut pas oublier de laver aussi le châssis de la voiture et les passages de roues. Vérifie que la peinture de la voiture ne s'écaille pas ou ne se décolle pas. Il est nécessaire que cette couche protège le véhicule des intempéries. Pendant la saison froide, le sel de la route peut également provoquer des taches de rouille. Pour éviter cela, il faut au moins rincer la voiture toutes les semaines, même en hiver. Et surtout, n'oublie pas de la polir au moins 2 fois par an. C'est un autre bon moyen de préserver l'aspect neuf de la peinture et de la protéger des rayons UV. Une dernière chose importante, garde toujours l'intérieur de ta voiture propre. Si on renverse quelque chose à l'intérieur, il faut tout de suite éponger le liquide. Il ne faut pas qu'il s'infiltre plus loin et touche les parties métalliques, parce que c'est ainsi que se forme la rouille. Savais-tu que les gens gaspillent environ 17 heures sur une semaine de travail de 45 heures? Cela représente 2 jours de travail entier gaspillés, une semaine entière par mois ou 3 mois par an. Imagine si nous pouvions récupérer ce temps. Nous devons donc apprendre à cesser de le faire. Voilà Léa, elle a 28 ans et aujourd'hui nous allons l'aider à être plus productive. La première chose que Léa devrait faire est d'écouter son corps, d'essayer de collaborer avec lui et d'en tirer profit. Tu sais sans doute que certaines personnes sont des lève-tôt et d'autres des couches-tard. Léa doit donc déterminer de quel côté elle se trouve. Est-elle plus active le matin ou le soir? Maintenant qu'elle l'a déterminé, elle doit planifier correctement son horaire de sommeil, en tenant compte de ses besoins, mais aussi de ses engagements, comme les heures de bureau. Léa jouit d'une grande liberté à cet égard. Elle vit seule et travaille à distance. Mais elle a une réunion tous les jours à 11 h et elle garde sa nièce pendant 1 heure après l'école. Elle doit donc être réveillée à ces heures-là. Heureusement, elle est une lève-tôt. La constance est très importante pour l'horaire de sommeil, donc une fois qu'elle a bien compris cela, elle doit s'y tenir. Après des semaines d'essai, Léa a réalisé qu'elle avait besoin de 7h30 de sommeil. Elle se couche donc à 22h15, met environ 15 minutes à s'endormir et se réveille à 6h. La prochaine chose dont Léa a besoin est une routine matinale cohérente et énergisante. Ainsi, elle ne perdra pas de temps et d'énergie à se demander si elle doit se doucher, si elle doit se brosser les dents avant ou après le repas, ou si elle veut manger des sandwichs ou des œufs au petit déjeuner. Il est bon d'ajouter des activités qui donnent de l'énergie, comme une séance d'entraînement ou une petite promenade. Il est également conseillé d'éviter de consulter son smartphone pendant la première heure de la journée. La matinée est terminée, mais il y a toute une journée de travail à venir. Léa doit connaître quelques règles. Tout d'abord, les listes de choses à faire sont importantes. Le problème, c'est que nos listes de choses à faire sont interminables. Bonne nouvelle, nous ne sommes pas obligés de faire tout ce qui figure sur cette liste. Avez-vous déjà entendu parler de la règle des 80-20 ? Elle stipule que 20% de nos tâches nous permettent d'obtenir 80% du résultat. Les 80% restants ne nous donnent que 20% supplémentaires du résultat. Conclusion, 80% de nos tâches sont presque inutiles. Ce que Léa doit faire, c'est examiner sa liste de tâches, identifier 20% des tâches les plus importantes et s'y atteler immédiatement. Mais par quoi doit-elle commencer ? Elle devrait manger une grenouille vivante. Non, pas ce genre de grenouille. La grenouille est la tâche la plus importante et probablement la plus difficile de la liste des choses à faire. C'est la tâche qui aura l'impact le plus positif sur sa carrière. Et c'est probablement celle pour laquelle elle a le plus tendance à procrastiner. Elle devrait donc identifier la grenouille et la manger. Accomplir cette tâche immédiatement. C'est en accomplissant ces tâches les plus difficiles que l'on éprouve le plus de satisfaction. Mais les grenouilles sont des grenouilles parce qu'elles sont les plus difficiles et celles que nous remettons généralement à plus tard. Je suis prêt à parier qu'au moins 15 des 17 heures que nous perdons, nous remettons à plus tard la tâche la plus importante. La raison pour laquelle nous remettons à plus tard est que celle-ci nous semble trop grande, trop longue et trop effrayante. Voici donc comment Léa devrait aborder toute tâche difficile. La diviser en tâches plus petites, mais les réaliser une par une. Idéalement, chacune de ces tâches ne devrait pas prendre plus de 20 minutes. La tâche la plus importante de Léa pour la journée est de déterminer son projet de travail. C'est donc cette tâche qu'elle doit diviser en plusieurs parties.
Mais avant que Léa ne commence, nous devons vérifier les autres tâches et essayer de les répartir efficacement sur la journée. Léa doit repérer les moments où elle est la plus productive et où son cerveau fonctionne le mieux. Elle doit aussi repérer le contraire, c'est-à-dire les moments où elle est épuisée, ou les moments où elle est normalement distraite par d'autres engagements dans sa vie. Voici une liste de toutes les tâches typiques qu'elle accomplit chaque jour. Il ne lui reste plus qu'à les affecter à des créneaux horaires précis. La tâche la plus importante de Léa chaque jour est de travailler sur son projet. Elle doit donc éviter de le faire à 13h, lorsque sa nièce vient passer 1 heure chez elle après l'école. Léa peut être facilement distraite. Il est donc préférable qu'elle planifie la consultation de ses courriels pendant ce créneau horaire. La meilleure idée est de programmer la tâche la plus importante pendant ses heures les plus productives. Celle de Léa se trouve entre 7h et 10h. Elle doit donc s'y atteler dès le matin et effectuer les tâches les plus difficiles pendant cette période. Le cerveau de Léa cesse de fonctionner aussi efficacement vers 16h. C'est donc le bon moment pour effectuer des tâches notoires telles que le changement des variables et la combinaison des tableaux. L'élaboration d'une journée de ce type lui donnera une structure productive qu'elle pourra utiliser. Il est temps de commencer à travailler. Voici quelques conseils pour Léa sur la manière de le faire efficacement. Tout d'abord, regroupe les tâches similaires, afin de pouvoir les effectuer l'une après l'autre, tout en restant dans le bon état d'esprit. Deuxièmement, élimine tout ce qui peut te distraire. Mets ton téléphone en mode ne pas déranger, utilise des bloqueurs de sites web et ne consulte pas tes courriels. En fait, fixe 2 créneaux horaires chaque jour pour consulter les courriels et ne le fais jamais quand ce n'est pas le moment. Si quelque chose te vient à l'esprit, comme une idée ou une chose que tu as réalisé que tu dois faire, ne te précipite pas. Note-la simplement et reviens à la tâche principale. Garde toujours un carnet pour noter tes pensées et tes idées, car elles ne reviennent pas toujours. Laisse tomber le perfectionnisme. Il est inutile et ne fait qu'ajouter du stress et de la pression. La deuxième vérité est qu'il est impossible d'être productif sans faire de pause. Nous ne sommes pas des robots capables de s'asseoir et de travailler pendant 9 heures d'affilée sans faire de pause. C'est en fait une autre raison pour laquelle on procrastine. Il existe de nombreuses stratégies et tu dois trouver celle qui te convient le mieux. Certaines personnes se concentrent pendant 25 minutes et font une pause de 5 minutes après. D'autres font 50-10. D'autres encore travaillent pendant 90 minutes avec une pause de 15 minutes. Essaye chacune de ces méthodes et vois ce qui te convient le mieux. Mais ne dépasse pas 90 minutes d'affilée sans pause. Tu commenceras à perdre ta concentration et il te sera difficile de te rattraper. Au lieu d'une pause de 15 minutes, tu auras besoin d'1 heure, voire tu procrastineras pour le reste de la journée. Ce n'est pas ce que nous voulons. Essaie cependant de faire des pauses efficaces. Ces pauses doivent te donner de l'énergie au lieu de t'en priver. Faire défiler les médias sociaux n'est pas un bon type de pause, car cela disperse ton attention. La meilleure pause est probablement de sortir faire une petite promenade, mais tu peux aussi te préparer une tasse de thé ou discuter avec un collègue. Voici une liste d'activités de pause agréables. Si tu décides de faire une sieste rapide, prévois 25 minutes, 5 pour t'endormir et 20 pour la sieste proprement dite. Ne fais pas de sieste plus longue, car tu entreras dans une phase de sommeil qui te rendra étourdi au réveil. Mais ne t'inquiète pas non plus de ne pas pouvoir t'endormir au bout de 5 minutes. Tant que tu restes les yeux fermés pendant ces 25 minutes, ton cerveau bénéficie du repos dont il a besoin. Voici une liste de pauses agréables pour toi. Sortir, faire un peu d'étirement, entraînement, s'allonger et fermer les yeux, préparer une boisson, manger un encas sain, prendre un appel, faire un exercice de respiration, méditation, ranger sa chambre, lire un livre, gribouiller. Voilà, la journée de travail est terminée. N'oublie pas que la routine du soir est importante pour se détacher du travail et commencer à se reposer. Prends ton dîner, suivi d'une douche, et lis. Et n'oublie pas de planifier ta journée du lendemain. Ainsi, tu pourras commencer ta journée immédiatement, sans perdre de temps à réfléchir. Bonne chance! Voici comment protéger ta carte bancaire des escrocs potentiels. Prends un marqueur et masque les 4 derniers chiffres. Tu peux aussi utiliser un autocollant facile à enlever et le placer sur le code de sécurité. As-tu déjà eu un invité qui, malheureusement, ne se servait pas de son dessous de verre? Prends un sèche-cheveux et tiens-le à quelques centimètres de la tache. Branche-le à chaleur moyenne pendant quelques minutes pour faire évaporer la trace. Si une trace décolorée subsiste, mélange la même quantité de vinaigre et d'huile d'olive dans un bol. Applique-le sur la zone marquée et frotte jusqu'à ce que la tache disparaisse, puis essuie.
Ne perds pas de temps à récurer à fond les taches de brûlure sur le fond d'une casserole. Au lieu de cela, remplis-la d'eau et ajoute 3 cuillères à soupe de sel. Laisse reposer toute la nuit pour que le sel dissolve les résidus de cuisine et le matin, vide l'eau de la casserole. De cette façon, il sera beaucoup plus facile d'enlever toute cette graisse. Imagine la scène. Tu es en vacances et ta chemise est toute froissée dans ta valise. Tu en as besoin ce soir, mais l'hôtel n'a pas de fer à repasser. Pas de panique, accroche la chemise dans la salle de bain et pendant que tu te prélasses sous une douche bien chaude, la chaleur et l'humidité vont défroisser ta chemise. Ok, ce ne sera pas parfait, mais ça ira beaucoup mieux, et le tout sans aucun effort. Le match de foot va commencer d'un instant à l'autre et il s'avère que tu n'as plus de pile adaptée pour ta télécommande. Tu peux utiliser une pile plus petite à la place, qui rentrera facilement à l'intérieur. Maintenant, prends du papier d'aluminium et froisse-le. Place la boule d'alu dans l'espace situé sur l'extrémité négative ou plate de la pile. Voilà, tu peux allumer la télé désormais. Lorsque tes tongs s'abîment et que le morceau de plastique s'échappe tout le temps de son trou, c'est certainement le signe que tu as besoin d'une nouvelle paire. Mais il existe un moyen de prolonger leur durée de vie. Remets le morceau dans son trou, puis attache derrière ces espèces de pinces que l'on trouve sur les paquets de pain de mie. La pince fournira un support suffisant pour que la sandale reste bien en place. Tu as reçu un colis et la facture est scotchée dessus. Tu as réussi à la détacher de la boîte, mais ensuite, comment décoller le scotch sans déchirer le papier? Saisis les 2 extrémités du ruban adhésif. Si tu tires lentement, le ruban va s'étirer et se séparer du papier sans le déchirer. Les sachets fraîcheurs sont parfaits pour garder les choses bien au sec, mais ce serait génial s'ils étaient plus grands, non? Prends-en 2 et retourne l'un d'eux. Ils peuvent maintenant se fixer l'un à l'autre et former un grand sac, assez grand pour protéger un clavier par exemple. Inutile de transporter tes clés dans ta main lors de ton prochain jogging. Mets-les plutôt dans ta poche, prends un élastique et noue-le autour de la poche par l'intérieur, ainsi tes clés ne tomberont pas. Tu as cassé ta clé dans la porte, elle est coincée dedans. Super! Faire appel à un serrurier risque de coûter plus d'une centaine d'euros. Pour une solution moins chère et plus rapide, essaie d'utiliser un bâton de colle chaude. Chauffe l'extrémité à l'aide d'un briquet et une fois qu'elle est suffisamment chaude pour fondre, introduis la colle dans le trou de serrure. La colle fondue entrera dans l'espace disponible, recouvrant une partie de la clé. Une fois refroidie, elle se combinera et se fixera solidement à l'extrémité de la clé qu'il ne te restera plus qu'à extraire. Si tu dois siphonner du liquide à travers un tuyau et que tu veux éviter de le mettre dans ta bouche, plonge une extrémité dans le liquide et tiens l'autre bout vers le haut avec ton pouce qui ferme le haut. Maintenant, remue de haut en bas. Ce mouvement de secousse poussera le liquide vers le haut un peu plus à chaque fois. Une fois qu'il aura atteint le sommet, rabaisse le tuyau et laisse la gravité faire le reste. Tu as oublié tes clés de voiture dans ton véhicule verrouillé. C'est un vieux modèle avec une fenêtre mécanique. Tu pourrais prendre un cintre et chercher à débloquer la serrure, mais c'est long et compliqué. Ou alors tu peux utiliser du ruban adhésif. Fais une vingtaine de bandes de 60 cm de long, colle-les sur la fenêtre en laissant suffisamment de place pour que le ruban puisse s'attraper par le bas. Ensuite, avec un ami, prends les extrémités du ruban adhésif et en les maintenant ensemble, tire le gros scotch vers le bas. La force exercée permettra à la fenêtre de s'abaisser suffisamment pour que vous puissiez déverrouiller la porte. Lorsque tu plantes de grandes vis dans du bois dur, il se peut que ta vieille perceuse ne soit pas assez puissante, ce qui les laisse à moitié enfoncées avant qu'elles ne déclarent forfait. Prends donc un bloc de cire et frotte les bords de tes vis avec. La cire fonctionne comme un lubrifiant, elle fond lorsqu'elle est chaude et facilitera le passage de la vis. Tu es parti en camping, mais tu n'as rien apporté pour allumer le barbecue. Prends un petit sac en plastique bien hermétique. Remplis-le d'eau et ferme-le soigneusement en formant un ballon rond. Maintiens-le au-dessus de l'endroit où tu veux capter la lumière du soleil. Le sac d'eau fonctionnera comme une loupe, allumant le barbecue. Évidemment, il faut que ce soit un jour de grand soleil. Tu as aussi oublié ton tire-bouchon ou ton bouchon s'est cassé à moitié dans le goulot. À l'aide d'un briquet, chauffe le haut de la bouteille. La chaleur dilatera légèrement le verre, ce qui éjectera le bouchon par le haut. Tu as encore mis de la superglue sur tes doigts? Prends du sel et verse-le sur tes doigts collés. Mets tes doigts sous l'eau et frotte délicatement.
Le mélange va dissoudre la colle et te libérer en un rien de temps. En accrochant un tableau, il peut être impossible de trouver la bonne distance entre le mur et le tableau. Place une fourchette à l'envers et insère-la de manière à pouvoir glisser le clou entre les dents centrales de la fourchette. La fourchette possède un long manche séparé du mur, ce qui permet de glisser plus facilement la ficelle du tableau sur le clou. Une fois que le tableau est parfaitement équilibré, il suffit de retirer la fourchette. Tu dois mettre un gâteau dans une boîte, mais si tu veux le ressortir plus tard de là, tu risques de l'abîmer. Place le couvercle à l'envers et pose le gâteau directement sur le couvercle. Celui-ci sert maintenant de base au récipient, ce qui simplifiera grandement l'accès au gâteau, morceau après morceau. Tu peux vider plus rapidement l'eau des grands récipients et des bouteilles en formant un tourbillon. En l'agitant en rond, tu créeras une sorte de vortex qui permettra à l'air de s'engouffrer dans le récipient pendant que l'eau s'écoule. C'est beaucoup plus rapide que la méthode habituelle. Il existe un moyen plus facile et moins salissant de retirer les coquilles d'un œuf dur. Une fois l'œuf cuit, casse la coquille aux deux extrémités en la tapant. D'un côté, retire la coquille en l'écaillant. Souffle ensuite directement avec ta bouche sur l'extrémité ouverte. La force de l'air poussera l'œuf et dilatera la coquille, ce qui permettra de le faire sortir sans dommage. Si les charnières de ton ordinateur portable se cassent, tu sais que leur réparation peut coûter plusieurs centaines d'euros. Une solution bien plus économique consiste à acheter un cadre photo et à le coller au dos de l'écran. Tu as fait tomber un petit bijou sur le sol et tu te dis que tu ne vas jamais le retrouver. Prends une chaussette et place-la sur l'extrémité du tuyau de ton aspirateur. Aspire bien la zone et vérifie régulièrement le tuyau. Tu finiras par retrouver ton bijou au bout de celui-ci. C'est parti! Accompagné de tes meilleurs amis, tu fonces sur l'autoroute. Soudain, l'un d'eux éteint la climatisation et baisse les vitres. Non! Il voulait t'aider à réduire tes frais d'essence et il a fait une erreur classique. Éteindre la climatisation pour laisser entrer la brise est une bonne chose lorsqu'on est coincé dans les bouchons. Mais quand on roule sur l'autoroute, cela crée une résistance dont on se passerait bien. Ta voiture va avoir besoin de plus d'énergie et tu consommes donc davantage de carburant. En revanche, lorsque tu poireautes dans les embouteillages, éteindre la clim n'est pas une mauvaise idée. Et oui, je sais, il fait chaud et ce n'est pas agréable. Mais tu voulais économiser de l'argent, non ? Nous allons voir si tu sais faire preuve de bon sens. Tu as le choix entre deux itinéraires. L'un semble court et l'autre long sur ta carte. Lequel vas-tu choisir ? Le premier, bien sûr, question de bon sens. Mais en fait, l'itinéraire le plus court n'est pas toujours le plus judicieux en termes de consommation d'essence. Tu dois choisir celui qui comporte le moins de panneaux stop, de feux rouges et d'embouteillages. Tu n'auras alors pas à accélérer et ralentir toutes les 2 minutes et tu feras des économies. Prépare donc ta route sagement. Certaines applications te donneront des infos sur la circulation en temps réel, d'autres te diront où sont les feux de signalisation. Tu as aussi un sac de sable, ton vieux lit gonflable, une paire de chaussures et 5 bidons d'eau dans ton coffre ? Il vaut mieux te débarrasser de tout ça si tu veux faire des économies. En éliminant 45 kg de charges inutiles, tu réduis ta consommation d'essence d'environ 1% pour 4 litres selon le poids de ton véhicule. Plus tu es lourd, plus tu as besoin de carburant. Le calcul est tout simple. Freine et accélère moins. Conduire à une vitesse constante supérieure à 80 km/h te permet d'économiser de l'essence. Chaque fois que tu freines ou que tu accélères au feu rouge, tu fais travailler ton moteur. Et il se nourrit de carburant. De plus, une conduite agressive est généralement mal vue. Accélère donc lentement et freine en douceur jusqu'à l'arrêt. Ne passe pas de 0 à 100 d'un coup et ne freine pas brusquement. Ton régulateur de vitesse t'aidera à conduire tranquillement sur une autoroute ou un autre terrain plat. Dès que tu t'approches d'une colline ou d'une montagne, ce même régulateur de vitesse te fait consommer trop d'essence sans raison. Désactive-le donc et ralentis à mesure que tu montes. Puis accélère à nouveau lentement au moment de descendre. Ton moteur te remerciera. Gare ton véhicule à quelques rues de ta destination. La prochaine fois que tu deviendras fou en faisant le tour de ton pâté de maison à la recherche d'une place, tu comprendras mieux pourquoi. Si l'on prend en compte la frustration, le temps passé à chercher et, bien sûr, les frais d'essence engagés, on s'aperçoit qu'on peut très bien se garer à quelques distances des magasins, des bureaux ou des restaurants, selon l'occasion.
N'attends pas la dernière minute pour faire le plein. Fais-le lorsque ton réservoir est aux 3/4 vide ou quand c'est tout simplement pratique pour toi. De cette façon, tu n'auras pas à te précipiter à la station-service la plus proche par crainte de soudain tomber en panne. Et tu auras le temps de faire des recherches. Il existe des applications qui t'indiquent les meilleurs prix pour l'essence dans la zone où tu te trouves. Parfois, ce sera un peu loin, à l'écart de tes itinéraires habituels, mais ce ne sera jamais sur l'autoroute. Une fois que tu as choisi la situation qui te convient, n'hésite pas à demander quelque chose. Inscris-toi à leur programme de fidélité, télécharge une application, prends une carte, tout ce qui te permettra d'obtenir une réduction, des points, des avantages. Certains magasins s'associent à des stations et te permettent, au moment de faire le plein, d'utiliser les points que tu as gagnés en faisant tes courses. Même quelques centimes par litre peuvent faire une différence, alors renseigne-toi. Tu as un véhicule hybride? Alors prête bien attention. Allume ta clim lorsque ta voiture est encore branchée sur le chargeur. Cela permettra de prolonger l'autonomie de ta voiture, ce qui signifie que tu dépenseras moins d'argent. Si tu possèdes l'un des modèles les plus récents, ton moteur s'arrêtera automatiquement lorsque tu attends à un feu. Si ce n'est pas le cas, évite de le laisser tourner, tu économiseras du carburant. Attendre qu'un feu passe au vert prend entre 45 et 120 secondes. Et démarrer ta voiture prend moins de 10 secondes. Si tu dois attendre plus de 10 secondes, arrête donc ton véhicule. En le faisant tourner, il consommera jusqu'à 2 litres d'essence supplémentaire par heure. Si la sécurité n'est pas l'une de tes principales préoccupations, prends au moins soin de ta voiture pour des raisons d'économie. Vérifie que tes pneus sont bien gonflés au moins une fois par mois. Sans ça, ils s'useront plus vite et tu risques de gaspiller de l'essence. Ton manuel te dira à quelle fréquence tu dois faire la mise au point de ton moteur. Cela dépend de l'âge et du modèle. Nettoie les filtres pour que ton véhicule consomme le moins de carburant possible. Utilise une huile appropriée, cela évitera à ton moteur de trop travailler et de consommer trop d'essence. Inutile de faire le plein de super carburant à moins d'avoir un moteur très performant qui ne fonctionne qu'avec ce type d'essence. Cela te coûtera plus cher et ne permettra pas à ta voiture d'aller plus vite, d'être plus propre ou d'obtenir un meilleur rendement. Si ton manuel recommande l'utilisation d'essence super mais ne l'exige pas, choisis un carburant de qualité inférieure. Tu feras des économies supplémentaires. Nous avons fait des progrès au cours des dernières décennies. Ne t'inquiète donc pas de la qualité de l'essence ordinaire, elle est très bien. Si ta voiture est un peu vieille, vérifie le joint de ton bouchon d'essence. S'il est abîmé, il laissera passer de l'oxygène dans ton réservoir. Et alors, l'essence brûlera beaucoup plus vite. Il est possible de remplacer ce bouchon, mais les capteurs de ta voiture risquent de ne pas le reconnaître. À moins qu'ils ne proviennent du fabricant ou d'un fournisseur agréé. Si tu as une boîte de vitesse manuelle, tu as de la chance. Tu as un contrôle total sur ton régime, à savoir le nombre de tours par minute. Une vitesse inférieure se traduit par un régime plus élevé. Plus le régime est élevé, plus le moteur consomme de carburant. Il faut donc passer rapidement aux vitesses supérieures. Cela varie d'une voiture à l'autre, mais une solution optimale consisterait à passer à la deuxième vitesse à environ 24 km/h et à passer à la vitesse supérieure entre 48 et 56 km/h. Le coffre de toit et le porte-vélo que tu as installés doivent disparaître. Ils augmentent la résistance au vent de ta voiture et ton moteur doit donc travailler davantage pour conserver sa vitesse. Cela peut se traduire par une surconsommation de carburant de 20% sur l'autoroute et de 8% en ville. Si tu as besoin d'un espace de rangement supplémentaire, opte pour des coffres montés à l'arrière. Si tu es sur le point d'acheter une voiture, opte pour une hybride électrique, hybride rechargeable ou tout électrique. Avec une voiture tout électrique, tu réduiras sans aucun doute tes frais d'essence. Mais supposons que tu ne sois pas prêt pour un tel changement. Dans ce cas, de nombreux modèles existent en version hybride. La Toyota RAV4, la Hyundai Sonata et la Volvo XC90. Et voici une astuce qui te permettra de réduire tes coûts de 100%. Prêt? Ne prends pas ta voiture. Je vais m'expliquer. Fais-le à chaque fois que c'est possible. Va au travail à pied ou à vélo ou utilise les transports en commun. Si c'est trop pour toi, partage au moins la route et les frais d'essence avec des collègues qui habitent dans le même coin. Tu connais d'autres astuces pour économiser de l'essence? Quelle est celle que tu préfères? N'hésite pas à m'en faire part dans les commentaires ci-dessous.
Tu n'as pas vraiment le temps de t'entraîner? Tu vas à la salle de sport, mais on dirait que tu ne fais jamais de musculation? Conseil numéro 1, réfléchis bien à ta façon de t'habiller. Évite les vêtements trop amples. Tu as travaillé tellement dur pour obtenir ces résultats que tu veux les montrer. Le meilleur moyen d'avoir l'air plus balèze est de porter une chemise moulante. Privilégie les t-shirts ajustés, voire d'une taille légèrement plus petite que la tienne. Tes bras rempliront les manches de la chemise, donnant l'illusion que tu es plus musclé que tu ne l'es en réalité. Les chemises étroites, les vestes et les hauts bien serrés sont donc tes amis. Choisis aussi un t-shirt noir. Cette couleur atténue la lumière qui tombe sur ton ventre. Elle met aussi super bien en valeur les muscles, ce qui te fait paraître beaucoup plus musclé. Je ne dirai rien si ce n'est pas le cas. Tu peux aussi utiliser tes vêtements pour t'aider. L'accumulation de couches te rendra service et peuvent t'aider à ressembler à Hercule en un rien de temps. Essaie de mettre une veste bombardier ou un pull. Si tu trouves qu'ils sont trop épais, une veste en cuir ou en jean peuvent faire toute la différence. Elles ajouteront encore un peu d'épaisseur et te donneront l'impression d'avoir plus de masse. Lorsque tu fais du shopping, recherche des vêtements qui mettent en valeur tes épaules et qui font paraître ta taille plus petite. Ton corps aura ainsi une forme en V, ce qui est l'objectif de la plupart des personnes qui font de la gym. Enfin, en matière de vêtements, les rayures horizontales sont pour une fois tes alliés. Elles trompent le regard en faisant paraître le corps plus large. Ainsi, tes épaules paraîtront plus imposantes et donneront l'impression que tu es plus musclé que tu ne l'es en réalité. Conseil numéro 2, surveille ta posture. Avoir une bonne posture est essentiel pour avoir l'air musclé. En ramenant tes épaules vers l'arrière, tu fais ressortir ta poitrine et tu mets bien en valeur tes muscles. Cela va également donner à ton ventre une apparence plus plate et faire ressortir tes muscles trapèzes. Le fait de t'avachir sur une chaise, de t'appuyer sur une seule jambe lorsque tu es debout et d'avoir tout le temps le dos voûté sur ton portable sont des causes courantes de mauvaise posture. Si tu as du mal à te tenir droit, essaie un correcteur de posture. Ils sont bon marché et peuvent facilement être glissés sous tes vêtements. Ils ramèneront tes épaules en arrière et personne ne pourra dire que tu en portes un. Le yoga est aussi un excellent moyen d'améliorer la posture. Il est très facile de s'y mettre et il existe une tonne de tutoriels pratiques sur YouTube pour t'aider à débuter. La pose de l'enfant est un mouvement classique de yoga qui peut faire une grande différence dans ta posture. Commence par te mettre à 4 pattes en écartant tes genoux de la largeur des épaules. Tes gros orteils doivent se toucher. Avance en rampant sur tes mains et tends les bras vers l'avant du tapis. Laisse retomber tes hanches sur tes talons et baisse également ta tête. Prends 5 à 10 respirations profondes et relâche. Essaie de faire cela pendant un total de 10 minutes par jour. Tu peux le diviser en plus petites séances et tu verras des résultats à coup sûr. Conseil numéro 3, cherche à acquérir de la masse corporelle plutôt que de perdre du gras. Les gens minces ont souvent l'air maigres. Il peut être très difficile de remplir une chemise. Ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose, mais dans notre cas, ce n'est pas ce que nous recherchons. L'idéal est d'avoir un taux de graisse corporelle compris entre 10 et 15%. Tu auras ainsi l'air plus balèze et plus musclé. Si tu es en dessous, tu risques de paraître maigre. Si tu es au-dessus, tu vas commencer à perdre cette structure musculaire pour laquelle tu as travaillé si dur. Conseil numéro 4, les glucides sont tes amis. Perdre de la graisse corporelle pour devenir mince, c'est bien, mais cela ne va pas t'aider à gonfler tes manches de chemise. Les glucides supplémentaires peuvent également contribuer à améliorer la qualité de ton entraînement en salle de sport. Ajouter des menus riches en glucides à tes plans de repas hebdomadaires ne t'aidera pas seulement à paraître plus balèze les jours suivants, mais aussi à conserver ta force pendant une phase de perte de graisse. Tes muscles seront plus volumineux et tu seras plus performant lors de tes séances d'entraînement intenses. Oh, et tu verras, tu vas prendre un volume de dingue. Conseil numéro 5, entraîne-toi intelligemment. Si tu vas régulièrement à la gym, tu dois te concentrer sur tes épaules. Des épaules larges sont la première chose qui te fera paraître balèze et qui trompera les regards. Mets un homme musclé aux épaules étroites à côté d'un homme au corps moyen mais aux épaules larges et tu verras. Le second aura l'air plus costaud et plus fort. Le type aux épaules larges aura toujours l'air plus grand et semblera plus musclé, surtout lorsqu'il enfile une chemise. Voici les 3 meilleurs entraînements pour développer les épaules. Numéro 1, le développé assis avec haltères. En position debout, maintiens les haltères au niveau des épaules, les paumes tournées vers l'avant. Tes coudes doivent être sortis sur les côtés et pliés à un angle de 90 degrés. Assure-toi de ne pas te pencher en arrière, puis tends tes coudes pour pousser les haltères au-dessus de ta tête. Les haltères sont bien meilleurs qu'une simple barre car ils permettent de s'assurer que les deux côtés travaillent aussi dur l'un que l'autre. Avec une barre, il est très facile de prendre l'habitude de ne stimuler qu'une seule épaule pour soulever le poids. Commence par une série de 8 à 10 répétitions.
Numéro 2, le soulèvement latéral debout ou assis. Prends un haltère dans chaque main, garde le dos droit et contracte tes muscles. Soulève lentement les haltères sur les côtés jusqu'à ce que tes bras soient parallèles au sol, puis redescends-les doucement et de manière contrôlée. Fixe-toi 10 à 12 répétitions pour cet exercice. Numéro 3, le reverse fly. Pour cet exercice, tu dois te tenir debout, les pieds écartés à la largeur des épaules. Porte un haltère de chaque côté en laissant pendre tes mains vers le bas. Tes paumes doivent être tournées l'une vers l'autre. Garde le tronc contracté et redresse le dos, puis expire. Lève les deux bras vers les côtés. Tes omoplates doivent se resserrer vers ta colonne vertébrale. Puis inspire et ramène les poids à la position de départ. Pour chaque série, fais entre 8 et 12 répétitions. Ajoute donc ces 3 exercices à ton entraînement et observe comment tes épaules se développent. Ces exercices sont également parfaits pour obtenir des biscottos incroyables comme nous l'avons évoqué précédemment. Ajoute-y des pompes et tu obtiendras un volume sans pareil. En parlant de pompes, elles te feront toujours paraître plus massif. Il est connu que certains bodybuilders font des pompes avant un spectacle pour paraître plus musclés qu'ils ne le sont en réalité. L'objectif principal d'une pompe est en effet d'attirer autant de sang que possible dans les muscles. La meilleure façon d'y parvenir est de s'entraîner en faisant beaucoup de répétitions. Essaye donc de faire des répétitions de 15 ou plus avec des poids légèrement plus petits que d'habitude. Si tu t'obstines à utiliser des poids lourds, tu ne feras que te fatiguer et tu risques de te blesser parce que tu n'es sans doute pas prêt pour cela. L'entraînement du dos est tout aussi important que celui des épaules. Tu vas devoir faire bosser à fond le haut du dos. Alors mets de côté le développé couché et les flexions de biceps pour le moment. Au lieu de cela, concentre-toi sur ces 3 choses. Numéro 1, les tractions. Tout ce dont tu as besoin, c'est d'une barre de traction. Prends la barre par le bas et écarte tes mains à la largeur des épaules. Tends tes bras, plie tes genoux et croise les jambes. En gardant le centre stable, tire simplement jusqu'à ce que ton menton soit aligné avec la barre. Il est préférable de faire une pause de quelques secondes une fois que tu as atteint le sommet. Numéro 2, rowing debout avec haltère. Soulève ton haltère et tiens-toi debout, les pieds écartés à la largeur des épaules. Plie les genoux et penche-toi vers l'avant à partir de la taille. Contracte ton tronc et serre tes épaules l'une contre l'autre. Lève la barre jusqu'à ce qu'elle atteigne ton sternum, puis redescends-la lentement. Utilise un poids léger et fais des séries de 8 à 10 répétitions. Numéro 3, T-Raise. Prends une paire d'haltères légers et reste debout, les pieds écartés à la largeur des hanches. Plie légèrement les genoux, recule les hanches et abaisse le torse jusqu'à ce qu'il soit parallèle au sol. Rapproche les haltères l'une de l'autre et tourne les paumes de main pour qu'elles soient tournées vers l'avant. En gardant les bras droits, soulève les poids jusqu'à la hauteur des épaules, puis redescends-les. Essaye de faire 15 répétitions. Il est très important de garder le tronc et les fessiers contractés tout au long de l'exercice. L'avantage de ces exercices est que tu n'as pas besoin de te rendre à la salle de sport. Tu peux rester tranquillement chez toi et développer ta forme dans le confort de ta maison. Tu peux transformer des allumettes ordinaires en allumettes étanches. Applique une fine couche de vernis à ongles sur tes allumettes et laisse sécher. Une fois qu'elles seront prêtes, elles resteront suffisamment sèches pour allumer un feu, même si tu les fais tomber dans l'eau. Si tu te perds quelque part pendant l'hiver et que tu as soif, ne mange pas de neige. Elle contient beaucoup plus d'air que d'eau, donc tu ne te sentiras pas beaucoup plus hydraté. Ton corps gaspillera en revanche beaucoup d'énergie pour essayer de la faire fondre. Pire encore, tu risques de faire baisser ta température corporelle et tu pourrais tomber en hypothermie. Si tu te retrouves nez à nez avec un coyote ou un loup, ne lui tourne pas le dos. Recule lentement tout en faisant face à l'animal. Cela ne fonctionne toutefois que si l'animal est seul. Si tu rencontres une meute, le plus important est de s'assurer qu'elle ne t'entoure pas. Recule vers un arbre et appuie ton dos contre lui. Ensuite, choisis le bon moment et grimpe dessus aussi vite que possible. Plusieurs couches de vêtements te réchaufferont mieux qu'un seul manteau de fourrure ou une seule doudoune chaude. L'air sera emprisonné entre les couches de vêtements, ce qui t'isolera et gardera ton corps au chaud. Si tu te perds dans les bois, essaie toujours de dormir un peu au-dessus du sol. Tu peux t'allonger sur une couche de branches et de feuilles comme lit de fortune ou tendre un hamac entre 2 arbres. La nuit, la température baisse et le sol devient froid. Même si tu fais un feu, il pourrait s'éteindre pendant que tu dors et le sol absorbera ta chaleur corporelle. Tu es dans une embarcation au milieu de la mer. Pas de nourriture, pas de filet de pêche et tu as faim. Ce n'était censé être qu'une excursion de 3 heures. Mais tu sais quoi ? Tu peux attraper des poissons à l'aide de tes lacets de chaussures et de n'importe quel objet. Téléphone, montre, clé.
L'ombre projetée par le bateau dans la mer peut attirer les poissons et un objet réfléchissant peut servir d'appât. Attache tes clés à tes lacets de chaussures et utilise-les comme une canne à pêche. Même si un poisson ne mord pas, des activités comme celle-ci sont un bon moyen de ne pas perdre la tête en pleine mer. Une courte méditation peut te sauver d'une crise de panique. Tu dois te concentrer sur ta respiration et essayer de la ralentir. Ton cerveau va rapidement se calmer et détourner son attention de la panique. Les masques à oxygène dans les avions fonctionnent sur le même principe. Lorsque tu contrôles ta respiration, ton attention est redirigée loin de ce qui se passe. Tu peux fabriquer une torche à partir d'une bûche. Place une petite bûche verticalement, fais une profonde entaille en forme d'étoile sur le dessus. Mets-y de l'herbe sèche, des feuilles et des brindilles. Une fois que tu as terminé, mets le feu à la bûche et elle brûlera pendant 3 heures maximum. Cela devrait fonctionner quelle que soit la taille et le type de bois. Si tu rencontres un grizzly en colère, n'essaie jamais de t'enfuir car l'ours pourra facilement te rattraper. Au lieu de cela, allonge-toi et ne bouge pas. Les grizzlies n'attaquent généralement que lorsqu'ils voient une menace, donc ils te laisseront souvent tranquille si tu leur montres que tu ne leur causeras aucun problème. Mais cela ne fonctionne qu'avec les grizzlies. Si une confrontation est inévitable, recule lentement et utilise un spray anti-ours. Si tu n'en as pas, le spray au poivre fonctionne de la même façon et devrait désorienter l'ours et le faire fuir. Ou pas. Ne mange pas de baies ou de champignons dans la forêt si tu ne sais pas exactement ce qu'ils sont. Ils pourraient être toxiques. Si tu n'as pas d'autre choix, mange l'écorce intérieure des érables, des bouleaux et des pins pour remplir ton estomac. Utilise un couteau pour enlever l'écorce extérieure rugueuse et arriver à la substance blanche plus molle. Tu peux la faire bouillir pour la rendre encore plus molle ou la faire cuire sur un feu ouvert pour en faire un encas croustillant. Et si tu es vraiment affamé, tu peux manger des fourmis. Elles ne sont peut-être pas très appétissantes, mais elles sont plutôt nutritives. Si tu n'as pas de montre, tu peux utiliser tes doigts pour savoir combien de temps il reste avant le coucher du soleil. Lève ta main de sorte que l'intérieur de ta paume soit face à toi. Tes doigts doivent se trouver entre le soleil et la ligne d'horizon. Regarde combien de doigts peuvent tenir dans cet espace. L'épaisseur d'un doigt correspond à environ 15 minutes. Tu peux donc calculer le temps qu'il reste avant le coucher du soleil. Si tu es perdu et que tu dois faire un feu pour attirer l'attention, jette-y beaucoup de branches de pin ou de cèdre, des pommes de pin et tout objet en caoutchouc inutile. Ton feu émettra plus de fumée noire, ce qui le rendra visible de loin. Si tu n'as pas d'eau dans le désert mais que tu as de la nourriture, essaie d'éviter de manger aussi longtemps que possible. Plus tu manges, plus tu as soif. Le corps a besoin de liquide pour digérer les aliments. Il utilisera donc le peu que tu as. Une personne peut vivre beaucoup plus longtemps sans nourriture que sans eau, alors n'aie pas peur d'être affamé. Tu as trouvé une énorme flaque d'eau sale dans la forêt. Si tu as désespérément besoin de boire, tu peux remplir ta bouteille et la filtrer pour en faire de l'eau potable. Pour la nettoyer, fabrique une corde faite de gaz ou de vêtements. Place une extrémité dans la bouteille d'eau sale et l'autre dans une bouteille vide. Très vite, l'eau propre s'écoulera dans la bouteille vide à travers la corde, tandis que les impuretés resteront dans la première. Avant de partir en randonnée, remplace tes lacets ordinaires par des lacets en paracorde. Si tu n'as pas assez de corde, ces lacets peuvent te donner quelques centimètres supplémentaires en cas de besoin. Si tu es perdu en forêt et que tu n'as rien pour te réchauffer, alors ramasse des feuilles et de l'herbe sèche sur le sol et mets-les entre 2 couches de vêtements. Cela t'aidera à rester au chaud plus longtemps. Si tu es perdu dans un désert, essaie de bouger le moins possible pendant la journée. Trouve une ombre ou crée-la à partir de matériaux improvisés et abrite-toi jusqu'au soir. La nuit, tu dépenseras beaucoup moins d'énergie et tu utiliseras moins de liquide en marchant. Cela t'aidera à éviter le risque d'insolation. Si tu tombes à travers la glace, n'essaie pas de t'en sortir comme tu le ferais dans une piscine. Si tu poses tes mains sur la glace et que tu essaies de te hisser avec tes bras, elles pourraient se fissurer et te faire retomber dans l'eau. Tu dois étirer tes bras parallèlement à la surface de la glace et étendre tes jambes en arrière pour qu'elles flottent dans l'eau. Dans cette position horizontale, commence à agiter tes jambes comme si tu nageais. Déplace tes bras avec précaution sans mettre trop de poids sur la glace et tu devrais pouvoir t'en sortir. Si tu dois faire un feu alors qu'il y a trop de vent, voici ce qu'il faut faire. Creuse 2 trous l'un à côté de l'autre et crée un petit tunnel souterrain entre les deux. Fais un feu dans l'une des fosses. Le vent ne pourra pas l'éteindre et le feu sera alimenté en air par la deuxième fosse. Cette méthode est aussi utile si tu dois faire un feu sans attirer l'attention. Dans l'obscurité, ce type de feu sera moins visible. Ne jette pas ou n'éclate pas le papier à bulles, emporte-le en expédition avec toi. Il te protégera du froid mieux que ne le ferait une épaisse couverture. Ces minuscules bulles d'air sont un isolant parfait. Il suffit de le mettre entre 2 couches de vêtements pour que le papier bulle empêche toute chaleur de s'échapper. Le plastique dont sont faites les bulles est d'ailleurs imperméable, donc le papier bulle peut aussi t'éviter d'être mouillé.
En nageant dans la mer, non loin du rivage, tu peux facilement être emporté par des courants de retour. Si cela arrive, la chose la plus importante à retenir est de ne pas nager à contre-courant. Cela ne fera que gaspiller tes forces et te priver d'énergie, et il est peu probable que tu puisses un jour être plus fort qu'un courant océanique. Essaie plutôt de nager latéralement, le long de la rive. Tôt ou tard, tu devrais sortir du courant, et tu pourras alors nager en toute sécurité jusqu'à la plage. Si tu es bloqué dans un ascenseur en chute libre, n'essaie pas de sauter au moment de l'impact. Ne te mets pas non plus en position assise ou debout. Tu dois t'allonger sur le sol face au plafond. Écarte tes jambes le plus possible, couvre ton visage avec une main et mets l'autre main derrière ta tête pour te protéger. Dans cette position, tu réduis la pression exercée sur ton corps lorsque tu tombes. Tu es perdu. Un hélicoptère de secours survole la forêt, mais tu n'as pas de fusée éclairante et tu n'as pas le temps de faire un feu. Utilise un petit miroir ou un écran de téléphone pour réfléchir la lumière du soleil. Dirige le faisceau lumineux vers l'hélicoptère. Les sauveteurs devraient remarquer le flash et voler vers toi pour te sauver. Grâce à l'iPhone que tu as dans ta poche, tu as pris l'habitude de naviguer sur le web, de jouer à des jeux et de te connecter avec tes amis sur les réseaux sociaux. Et si je te disais qu'il y a beaucoup plus d'utilisations cachées et de choses que tu peux faire avec? Toucher le dos de l'appareil. Tu as déjà vu le magnifique logo Apple à l'arrière de ton iPhone? Si tu as une coque, vas-y, enlève-la pour voir ce qu'il en est. Bon, tu te dis probablement, il n'y a rien de secret là-dedans, le logo de la marque est évident sur mon iPhone. Bien sûr, il ne semble pas si spécial, mais savais-tu qu'il s'agit de bien plus qu'une simple décoration? Il s'agit aussi, en fait, d'un bouton. Tu ne me crois pas? Essaie-le. Mais avant d'y toucher comme si tu utilisais ton téléphone à l'envers, tu dois ajuster tes paramètres. Il y a une raison pour laquelle cette fonction très pratique est considérée comme secrète. Tout d'abord, ouvre tes paramètres, tape sur Accessibilité, puis sur le menu Toucher. Et va jusqu'au bas de la liste, où tu trouveras l'option Toucher le dos de l'appareil. Tu l'as trouvé? C'est parfait. Tu peux choisir l'option double tapotement ou triple tapotement selon ce que tu préfères. Et surtout, tu auras une multitude d'options parmi lesquelles choisir. Tu peux faire en sorte que la fonction toucher le dos de l'appareil prenne une photo avec l'application Appareil Photo. Alerte Siri, change d'application et même faire une capture d'écran. Cela te simplifiera grandement la tâche par rapport à la gymnastique des doigts lorsque tu dois faire une capture d'écran. Règle la prononciation de Siri. As-tu déjà demandé à Siri d'appeler un ami? Tu as peut-être dit « Siri, appelle Hermione » pour que Siri réponde « Appelez Hermione ». D'accord, tu n'as peut-être pas la meilleure amie de Harry Potter dans ta liste de contacts, mais nous pouvons tous convenir que ce n'est pas le nom le plus facile à prononcer. Siri est peut-être l'un des assistants numériques les plus intelligents du marché des smartphones. Et parfois, il fait le malin. Mais le compagnon de l'iPhone a souvent du mal à prononcer les noms les plus courants. Si cela te dérange, tu seras ravi d'apprendre que tu peux corriger les prononciations de Siri. La méthode la plus simple consiste à prendre Siri sur le fait et à lui dire « Cela ne se prononce pas comme cela ». Cela incitera Siri à demander la bonne prononciation pour chaque nom, prénom, second prénom et nom, ou le nom d'un lieu s'il ne s'agit pas d'une personne. Une fois que tu l'as indiqué, Siri génère des options et tout ce que tu as à faire est de choisir la bonne. Si ton meilleur ami numérique a encore du mal, tu peux l'aider en l'épelant. Ouvre tes contacts, sélectionne la personne que Siri a du mal à prononcer et choisis « Modifier ». Tu peux ajouter la prononciation correcte dans la section Notes en utilisant la prononciation phonétique et cliquer sur « Épeler la prononciation » pour entraîner Siri à le prononcer correctement. Même un assistant numérique super intelligent a parfois besoin d'aide. Hey Siri, c'est Leviosa, pas Leviosar. Appli de mesure. Transporter une boîte à outils est trop encombrant. Ou peut-être que tu as oublié dans quel tiroir tu as mis ton mètre. Ce n'est pas grave, l'iPhone a d'autres secrets qui te seront utiles. Tu savais que l'iPhone possède dans son arsenal quelques outils qui répondront à tes besoins en matière de menuiserie? Prends l'application Mesure par exemple. Tu n'as plus besoin de ce long mètre pour mesurer ta table basse, ta bibliothèque ou ton canapé. L'application utilise la réalité augmentée pour mesurer les objets autour de toi, à l'aide de la caméra de ton téléphone. La première chose que tu dois faire est de déplacer ton téléphone pour que l'application puisse analyser la zone que tu souhaites mesurer. Tu finiras par trouver un cercle blanc avec un point au milieu de ton écran.
À partir de là, ce n'est pas très différent d'un vrai mètre. Il suffit d'aligner le point avec le coin de l'objet que tu souhaites mesurer et de l'emporter jusqu'à l'endroit où tu veux que la mesure se termine. Si tu es un constructeur, tu voudras peut-être t'en tenir au mètre physique pour des mesures plus précises. Cette option n'est pas nécessairement destinée aux professionnels. Mais l'application est excellente pour obtenir une estimation. L'application Mesure peut aussi servir de niveau. Il suffit de passer à l'onglet Niveau de l'application et de placer ton téléphone sur la surface où tu souhaites obtenir une mesure. Lorsque tu obtiens un écran vert et une lecture de 0, ta surface est bien de niveau. Ce n'est pas si différent de la fonction de niveau de l'application Boussole, de sorte que tu as peut-être déjà eu une certaine expérience avec cette fonction. Avec ta nouvelle boîte à outils numérique, ton iPhone va faire de toi la personne la plus bricoleuse de la maison. Crée une vibration personnalisée. De nos jours, nous vivons tous à un rythme effréné. Et que nous soyons au travail, au cinéma ou à l'école, le plus souvent, notre iPhone est réglé pour vibrer. Bien sûr, il y a des sonneries sympas parmi lesquelles choisir. Mais il n'y a pas beaucoup d'occasions où une petite musique venant de notre poche ne distrait pas ceux qui nous entourent. Ou pire encore, que notre téléphone soit confisqué par un employeur ou un professeur mécontent. Heureusement, il existe de nombreuses options de vibration. Tu en as probablement plusieurs pour différentes occasions et différents contacts. Aucun de ces paramètres ne te convient? Apple a aussi une solution pour cela. Une autre fonctionnalité cachée de l'iPhone permet de créer une vibration personnalisée pour tes alertes. Si tu veux sentir le rythme de ta chanson préférée lorsque ton meilleur ami t'appelle ou t'envoie un texto, ou lorsqu'il est l'heure de te réveiller le matin, tu peux créer ce rythme sur ton iPhone. Une fois de plus, tu devras aller dans ces pratiques réglages, puis dans son et sonnerie. Choisis la tonalité que tu souhaites personnaliser, touche vibration, puis crée une nouvelle vibration. L'étape suivante consiste à créer ces douces vibrations comme un DJ sans son en tapant du doigt sur l'écran jusqu'à ce que tu obtiennes le rythme silencieux qui te convient. Tu disposes maintenant d'une option de vibration à ton goût. Cela pourrait même faciliter les réveils matinaux. Comme les Beach Boys, tu vas attraper de bonnes vibrations. Picking up good vibrations. Pavé tactile. Avec les smartphones, nous n'avons plus besoin de deux mains pour utiliser un clavier. Il suffit d'un bon doigt. Pourtant, cela peut parfois s'avérer un peu fastidieux, car les fautes de frappe sont faciles à faire. Et tous tes caractères ne peuvent pas tenir en même temps sur ce clavier bondé au bas de l'écran de ton téléphone. Tu peux être en train de taper un long texte et te rendre compte que tu as oublié le R dans le mot « marcher » quelques phrases plus loin. Ce qui pourrait donner à tes amis une fausse idée de ce que tu fais. La correction peut s'avérer fastidieuse, et le plus simple est souvent d'effacer le mot entier et de le réécrire. Du moins, en théorie. Si tu es très attaché à la grammaire dans tes SMS, tu peux passer ton clavier en mode pavé tactile pour faciliter l'édition. Et exact, un autre joyau caché de ton iPhone. Il est aussi très facile d'accès. Il te suffit de maintenir ton doigt sur la barre d'espacement. Toutes les autres touches s'effacent et tu peux déplacer le curseur là où tu veux. Tu n'as plus qu'à enlever ton doigt de la barre d'espacement pour continuer à taper. Un autre aspect fastidieux de l'écriture sur le minuscule clavier de l'iPhone consiste à changer d'onglet pour utiliser les chiffres et les symboles. Cela a peut-être l'air de rien, mais c'est sans doute un peu frustrant lorsque tu dois faire des allers-retours plusieurs fois dans le même message. Cependant, il existe une autre fonction cachée dans le clavier de ton iPhone qui te permettra d'y remédier. Maintiens la touche enfoncée au lieu de toucher l'onglet numérique 1, 2, 3. Et l'onglet chiffres et symboles apparaîtra. Tant que tu le maintiens enfoncé, cet onglet restera ouvert pour choisir ton caractère. Et en le libérant, tu reviendras aux lettres. Bientôt, tu seras assez rapide pour écrire un roman sur ton smartphone. Tu as déjà attaché une ficelle entre deux gobelets en plastique pour pouvoir parler à un ami depuis les deux extrémités de ta maison. Cela pouvait te sembler assez cool à l'époque, mais ce gobelet en plastique ne pouvait pas t'indiquer la météo ou te permettre d'envoyer un email, n'est-ce pas? En effet, nous avons parcouru un long chemin depuis le téléphone à fil. En fait, peux-tu imaginer la vie avant les smartphones? Ils sont devenus presque comme nos vêtements ou les chaussures avec lesquelles nous marchons. C'est l'accessoire que nous utilisons le plus. Maintenant que tu connais certains de ces secrets pratiques, tu seras un pro de l'iPhone. Toutefois, si ces secrets ne sont pas pour toi, c'est vrai, il reste toujours le téléphone à fil. Au moins, il ne tombera pas en panne de charge.
Ce n'est sans doute pas ce que tu imagines quand tu penses aux noix de cajou, mais un membre de Reddit les a trouvées comme ça dans un magasin au Brésil. En fait, ce ne sont pas de vraies noix. Les noix de cajou émergent à l'extrémité d'une pomme de cajou. Il existe un mot spécial pour désigner un fruit avec une graine à l'intérieur, une drupe. Les noix de cajou sont donc des drupes, tout comme les amandes et les pistaches. Le Brésil est la patrie des noix de cajou. L'arbre a ensuite été apporté en Inde par les Portugais au milieu du XVIe siècle. De là, il s'est répandu en Asie, puis en Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, ces régions sont les plus grands producteurs de noix de cajou, mais les États-Unis en sont le plus gros consommateur. Ils importent 90% des récoltes mondiales. En parlant d'aliments, voici quelques faits intéressants. Savais-tu que les ananas poussent de cette façon ? De plus, ils ne font pas partie de ces fruits qui poussent vite. Il leur faut entre 16 et 24 mois avant de pouvoir être récoltés. Sans compter qu'une plante ne peut produire que 3 ananas au maximum au cours de sa vie. Fait amusant, chaque segment d'un ananas était autrefois une fleur. Tu t'es déjà demandé pourquoi les aubergines s'appellent eggplant en anglais, c'est-à-dire plante-œuf ? Si tu n'as jamais vu une aubergine pousser, en voici une photo. Maintenant, tu comprends. Elles ressemblent littéralement à des œufs qui poussent. De plus, les aubergines ne sont pas des légumes botaniquement, ce sont des baies, tout comme les pastèques. Au fait, les aubergines ne sont pas toujours violettes, elles peuvent aussi être blanches, vertes ou même violettes avec des rayures blanches. Tu ne devineras jamais ce que c'est. Ça ressemble à un bouquet de fleurs, mais c'est du brocoli qui n'a pas été récolté. Ces fleurs sont en fait comestibles. Le brocoli est connu depuis au moins 2000 ans, c'était l'aliment préféré des Romains. Mais il n'est apparu en Amérique du Nord que dans les années 1920. Ce sont des immigrants italiens qui l'ont apporté en Californie et ont commencé à le vendre. Aujourd'hui, les États-Unis sont le 3e plus grand producteur de brocoli après la Chine et l'Inde. Et voici ce que devient un artichaut si tu le laisses fleurir. Un artichaut est en fait une fleur qui n'a pas eu le temps de fleurir. C'est aussi l'un des aliments les plus anciens que les humains connaissent. Tu te souviens qu'un ananas met environ 2 ans à produire des fruits et qu'une plante ne peut porter que 3 ananas au cours de sa vie. Eh bien, un plant d'artichaut peut faire pousser jusqu'à 20 artichauts par an. L'artichaut est l'un des légumes les plus sains en matière d'antioxydants. Voici la photo d'une tortue qui dort. Beaucoup d'entre elles dorment à l'intérieur de leur carapace pour se protéger des prédateurs. Mais certaines tortues ne peuvent pas se rétracter dans leur carapace, alors elles dorment dans des positions similaires à celle-ci. Ces animaux sont actifs pendant la journée et dorment la nuit. La quantité de sommeil dont une tortue a besoin dépend de l'espèce. Cela peut aller de 10 heures à une seule. En moyenne, une tortue fait une sieste de 4 à 6 heures. Le facteur le plus important pour une tortue lorsqu'elle va dormir est de trouver un endroit sûr. Elles peuvent se cacher sous des feuilles ou dans des trous dans le sol. Tu as déjà vu les pieds d'un caméléon ? Ces créatures ont 2 orteils sur le côté intérieur du pied et 3 sur le côté extérieur au niveau des pieds avant. Et c'est l'inverse pour les pieds arrière. Les caméléons vivent sur les arbres et leurs pieds les aident à mieux grimper. On connaît tous la capacité unique des caméléons à changer de couleur. Mais ils n'en changent pas pour se camoufler. En réalité, la couleur dépend de l'humeur du caméléon, de la température, de l'humidité et de la lumière. Et savais-tu que certains d'entre eux ont une langue qui est 2 fois plus longue que leur corps ? Tu as déjà vu la bouche d'une oie de près ? Elles ont des dents à l'intérieur de leur bec. Les oies sont des créatures très loyales. Ce n'est pas un mythe qu'un oison s'attache au premier stimulus en mouvement qu'il voit après l'éclosion. Peu importe si c'est une oie, une personne ou même un simple objet. Il restera dévoué à cette créature ou à cette chose chanceuse tout au long de sa vie. Les oies s'accouplent aussi pour la vie et elles sont très protectrices de leur progéniture. Si elles perdent un être cher, elles le pleurent. Si une oie d'un groupe tombe malade ou est blessée, 2 autres oies restent avec elle pour la protéger et la soigner. Cette adorable petite créature est un alligator nouveau-né. Mais ne te laisse pas tromper par son apparence mignonne. Ce petit bonhomme a déjà environ 60 dents. Ce n'est pas l'ADN qui détermine le sexe d'un alligator, c'est la température. Si les œufs ont été pondus lorsqu'il faisait chaud, des alligators mâles vont éclore. S'ils sont restés dans des températures plus froides, il y aura beaucoup de femelles. Après l'éclosion, il faut 10 ans à un alligator pour devenir adulte. En général, les alligators vivent environ 35 ans dans la nature. D'ailleurs, les alligators ne peuvent pas vivre dans l'eau salée, contrairement aux crocodiles, car ils n'ont pas de glandes spéciales pour excréter le sel de leur corps.
Voici un pigeon nouveau-né. Tu as sans doute vu des milliers de pigeons dans ta vie, mais probablement jamais un nouveau-né. C'est parce que les pigeons nouveau-nés restent dans le nid pendant environ 6 semaines, ce qui est plus long que n'importe quel autre oiseau. Lorsqu'ils sortent du nid, ils ressemblent presque à des pigeons adultes. Pas étonnant que tu n'aies jamais remarqué la différence. De plus, ce sont probablement les premiers oiseaux domestiqués par l'homme, et ce sont des experts en navigation. Ils peuvent retrouver le chemin de leur maison à une distance de 2000 km, soit plus que la distance entre New York et la Floride. On pense que les pigeons ont un sens inné de l'orientation. D'ailleurs, dans les temps anciens, le courrier était distribué par des pigeons voyageurs. Ceci est la bouche d'une vache. Ces brosses sont appelées papilles coniques. Elles aident la vache à déplacer la nourriture dans sa bouche. Les vaches ont un champ de vision de 330 degrés, donc il y a peu de choses qui peuvent échapper à leur attention. Tu te souviens que certaines tortues n'ont besoin que d'1 heure de sommeil par jour. Les vaches dorment encore moins, environ 30 minutes par jour. Et ce temps est divisé en 6 à 10 courtes périodes de sommeil profond. Ces animaux restent en position couchée environ 10 heures par jour, mais le reste du temps, ils se déplacent, couvrant des distances assez longues, et ils boivent environ 100 litres d'eau par jour. Peux-tu deviner ce que c'est ? C'est du sable grossi 300 fois. Le sable est de la roche brisée en micro-morceaux après avoir été érodée pendant des millions d'années. Des communautés de microbes vivent sur chaque grain de sable. Les choses peuvent devenir vraiment minuscules dans ce monde. Même s'il y en a beaucoup sur Terre, le sable reste un matériau précieux. Le béton est fabriqué à partir de ce matériau, et certains pays comme les Émirats Arabes Unis et Singapour ont importé des tonnes de sable pour étendre leur territoire en créant des îles artificielles. Apparemment, c'est à ça que ressemblent les sinus. Ce sont des espaces creux dans les os de ton visage. Derrière le front, le nez, les pommettes et entre les yeux. Ils sont très importants car ils produisent du mucus qui est un fluide dans ton nez qui filtre, réchauffe et humidifie l'air que tu respires. Les sinus t'aident aussi à détecter les goûts. Sans cette capacité, les aliments seraient bien moins savoureux. Voici l'intérieur d'une boule de bowling. Tu peux remarquer qu'elle n'est pas symétrique, donc le poids n'est pas réparti uniformément. Cela permet à la boule d'avoir des trajectoires courbes. D'ailleurs, savais-tu que le bowling est apparu il y a 5000 ans dans l'Égypte ancienne ? Oui, ce n'est pas un sport nouveau, et il était populaire dans le monde entier. Mais les règles et les équipements étaient différents partout. La première piste de bowling n'a été construite qu'au 19e siècle à New York. Ce qui se trouve ici est une barbe à papa qui a été oubliée. Conclusion, ne l'oublie pas, sinon elle rétrécira comme si elle n'avait jamais existé. La barbe à papa n'est composée que de 2 ingrédients, du sucre coloré et de l'air. Donc nous connaissons maintenant le seul ingrédient au monde qui est, jusqu'à présent, gratuit, l'air. De plus, un fil de barbe à papa est plus fin qu'un cheveu. Au fait, le 7 décembre est la journée de la barbe à papa. Imagine que tu sois un détective de l'art et que ta mission consiste à explorer les mystères qui se cachent derrière les tableaux les plus célèbres du monde. On parle des œuvres de Léonard de Vinci, Michel-Ange ou encore Picasso. N'oublie pas ta loupe, car ton aventure est sur le point de commencer. La première ville sur ta liste est Rome. Après avoir dégusté de délicieuses pâtes, tu te diriges vers la chapelle Sixtine, qui abrite le plafond le plus célèbre du monde. As-tu déjà entendu dire que Michel-Ange avait peint les fresques en étant allongé ? Ce n'est qu'un mythe. En réalité, le peintre a créé un système complexe de plateformes lui permettant de peindre debout. Tu es en train d'admirer la création d'Adam, qui est la fresque du milieu. L'artiste italien était connu pour sa connaissance précise de l'anatomie humaine. Les experts en art affirment que la partie droite du tableau est une représentation anatomiquement correcte d'un cerveau agrandi. Pour le vérifier, tu essaies de superposer une image de l'organe et de l'œuvre d'art. Cela semble correspondre. Le cervelet, le nerf optique et la glande pituitaire sont tous là. Même le truc flottant en forme de foulard vert semble correspondre à l'artère vertébrale. Certains chercheurs pensent que c'est la façon dont Michel-Ange a dépeint la connaissance et la sagesse, mais tu as besoin d'une nuit de sommeil pour t'en faire une idée définitive. Le lendemain, tu attrapes un train et arrives à Florence. Le temps de déguster une glace à l'italienne, puis tu te rends directement à la galerie Accademia. L'une des sculptures les plus célèbres du monde t'attend à l'intérieur, le David de Michel-Ange. Ce David est une merveille de marbre de 5 mètres de haut. Il a été sculpté pendant environ 3 ans. Le mystère qui l'entoure
consiste à découvrir la véritable expression de la statue. En la regardant d'en bas, tu peux te dire que son visage est serein et paisible. Mais les historiens de l'art affirment que cette œuvre a été largement incomprise. Apparemment, son corps cache une histoire très différente. Regarde de plus près et tu remarqueras que ses sourcils sont froncés et que les veines de ses bras sont saillantes. Il n'a pas l'air si détendu après tout, n'est-ce pas ? L'idée de Michel-Ange était de représenter David juste avant une confrontation importante. Alors peut-être n'était-il pas si serein que ça. L'Italie est si riche en œuvres d'art que tu ne peux pas partir tout de suite. Tu es toujours à Florence et tu visites maintenant la célèbre Galerie des Offices. De nombreux tableaux célèbres sont hébergés dans ce musée. Mais celui qui t'intéresse plus particulièrement est le Printemps de Botticelli. Cette œuvre d'art a été enveloppée de mystère dès le départ. Les experts ne savent pas dire l'année exacte où elle a été commandée. Elle est restée sans titre pendant des années, jusqu'à ce que le peintre Giorgio Vasari lui trouve enfin un nom. Habituellement, lorsque les critiques et le public admirent cette peinture, ils se concentrent sur les personnages au premier plan. Mais dans ce cas, le véritable travail réside dans le fait que Botticelli a peint plus de 46 espèces végétales différentes avec une précision presque photographique. Et dans l'ensemble du tableau, ces figures végétales sont répétées plus de 200 fois. Incroyable! Ces journées de visite ont été bien remplies, n'est-ce pas? Tu es prêt à continuer? Tu sautes dans un avion et tu arrives à Paris, la ville des Lumières, de l'amour et de la célèbre Joconde. Tu traverses le musée du Louvre et tu arrives devant le chef-d'œuvre de Léonard de Vinci. Il existe de nombreuses théories concernant cette œuvre d'art et tu te plonges dans certaines d'entre elles. Des arguments solides ont été avancés pour dire que la Joconde pourrait être un autoportrait du peintre lui-même. Les historiens ont minutieusement comparé son visage à celui de Mona Lisa, et ils sont étonnamment similaires. Et puis il y a la théorie du sourire en coin. Le dentiste et expert en art Joseph Bartowski prétend avoir découvert le secret du rictus de Mona Lisa. Il dit que son expression faciale serrée est l'indication typique d'une personne qui a perdu ses dents de devant. En 2010, le Comité italien pour le patrimoine culturel a également découvert une collection de symboles cachés dans le tableau. Ceux-ci ne sont visibles qu'avec des lunettes grossissantes high-tech, mais elles ont révélé que Léonard de Vinci avait inscrit un LV à l'intérieur de l'œil droit de Mona Lisa. Les experts pensent qu'il s'agit de la signature du peintre, mais les autres symboles, un CE dans l'œil gauche et un 72 dans l'arche du pont en arrière-plan, sont encore non élucidés. Bon, ça fait beaucoup de découvertes d'un coup. Bien sûr, à la fin de ta visite, n'oublie pas de tester si ces yeux te suivent vraiment. Maintenant, tu te rends à Amsterdam pour visiter le Rijksmuseum. Tu es venu pour voir un tableau spécifique de Rembrandt qui cache une histoire mystérieuse. La Ronde de nuit est l'un des tableaux les plus célèbres du peintre flamand, mais les experts affirment que le nom du tableau ne correspond pas à son contenu. Regardons cela de plus près. Le tableau représente un grand groupe prêt à s'embarquer pour une mission. La technique de Rembrandt s'appelle le clair-obscur et met en évidence le contraste entre l'ombre et la lumière. Jusqu'en 1947, les critiques d'art pensaient que le peintre dépeignait une scène de nuit. Mais lorsque le tableau a été débarrassé d'une épaisse couche de poussière, il est apparu clairement que la scène se passait en plein jour, avec le soleil qui tombe du coin supérieur gauche. Il est désormais trop tard pour changer son nom en ronde de jour. Pendant ton séjour à Amsterdam, tu visites aussi un musée dédié à l'art de Vincent van Gogh. Savais-tu qu'il a peint plus de 900 tableaux pendant une période de seulement 10 ans? Quoi qu'il en soit, le musée Van Gogh abrite la plus grande collection de peintures de tournesol que tu verras probablement de ta vie. En fait, presque toutes les peintures de Van Gogh présentent des teintes jaunes dominantes. Cette particularité de son art est peut-être le résultat de sa façon de voir le monde. Certains experts en art ont émis l'hypothèse que l'un des médicaments de Van Gogh a modifié sa perception des couleurs, lui faisant voir plus de jaune autour de lui. Bon, notre voyage continue. Le prochain arrêt sur ta liste est le Royaume-Uni, direction la National Gallery. Tu pourrais passer des heures à admirer le tableau Les époux Arnolfini de Jan van Eyck et ne rien voir qui sorte de l'ordinaire. Au premier plan, un couple se tient la main et regarde fixement le spectateur.
Mais si tu zoomes sur le miroir accroché au mur, tu verras 2 autres personnes dans la pièce. Les experts en art disent que le personnage masculin du tableau a les mains levées pour saluer ces 2 personnes vues dans le miroir et que l'un des personnages est Van Eyck lui-même. Et ce n'est pas le seul filigrane que le peintre ait laissé. Au-dessus du miroir, tu verras sa flamboyante signature « Jan van Eyck était ici, 1434 ». En parlant de peintres qui laissent des indices de leur propre présence, le Caravage, le célèbre peintre italien de la Renaissance, a laissé un petit œuf de Pâques dans l'un de ses célèbres tableaux, Bacchus. Celui-ci est un peu difficile à repérer. Dans la carafe à moitié remplie, dans le coin inférieur gauche du tableau, il y a un minuscule autoportrait du peintre lui-même caché dans le liquide. Pour voir l'image clairement, il faut l'aide d'une technologie sophistiquée ou au moins une loupe très efficace. Mais il est bien là, un personnage masculin, alias le Caravage, avec un pinceau à la main. Fait amusant, le minuscule autoportrait a été remarqué pour la première fois en 1922, plus de 300 ans après que le tableau ait été achevé. Mais il a été ignoré en raison de sa mauvaise conservation. Pour conclure ton voyage, tu t'envoles outre-Atlantique jusqu'à Chicago. L'énorme collection de l'Art Institute abrite un tableau bien connu de Pablo Picasso, le vieux guitariste. Le secret de cette peinture est si bien caché qu'il faut aussi l'aide d'appareils à rayons X et de technologies super sophistiquées. Mais les résultats en valent la peine. Les relevés montrent que Picasso a peint le vieux guitariste par-dessus un autre tableau inachevé. On peut clairement voir les contours et les formes d'une silhouette féminine à moitié dessinée que Picasso a abandonnée au milieu de son travail. Les artistes émergents de l'époque utilisaient assez souvent cette façon d'économiser de l'argent car les toiles étaient chères. Et voilà pour ce tour du monde des œuvres d'art. Fatigant, n'est-ce pas? Alors repose-toi un peu, Sherlock Holmes. Il n'y a rien de mieux qu'une tranche de pain grillé avec du beurre pour le petit déjeuner. Mis à part les sundaes au caramel fondu. Si tu trouves que c'est difficile de tartiner ton beurre froid sur ton pain, voici une idée. Utilise une râpe à fromage. Mets de côté la quantité de beurre dont tu as besoin et râpe-le. De cette façon, la quantité de beurre nécessaire se ramollira et il sera plus facile à tartiner. Mais quand même, le caramel fondu. Il existe des pâtes sèches de différentes formes et de différentes tailles pour une raison. Chaque type de pâte se marie à la perfection avec un certain type de sauce. Les conchiglioni, par exemple, sont parfaits avec une sauce plus dense et épaisse. Pourquoi ? Parce que la sauce entre dans les coquillages et rend ainsi le plat plus facile à servir. Les rayures sur les surfaces des pâtes permettent de retenir la sauce. Si jamais tu brûles tes biscuits, et zut, tu peux les récupérer avec ta bien-aimée râpe à fromage. Il suffit de râper les parties brûlées une fois les biscuits enlevés de la plaque du four. Mais attention, attends qu'ils aient refroidi. Si jamais en enlevant la partie brûlée tu les abîmes un peu, il suffit de les tremper dans du chocolat fondu. Une fois que le chocolat durcit, tu auras des biscuits parfaits. Mais soyons honnêtes, est-ce que la forme du biscuit a vraiment de l'importance au moment de la dégustation ? Je dis ça, je dis rien. Si tu fais des sandwichs avec plein d'ingrédients, mais que tu ne veux pas que le pain ne se ramollisse, il existe une technique pour éviter que cela se produise. Prends les tomates ou les concombres que tu veux mettre dans ton sandwich et place-les entre 2 serviettes en papier pendant 5 minutes. Voilà, tu peux les mettre dans le pain. Assure-toi de tartiner le beurre, le fromage ou les sauces comme la mayo ou le ketchup en premier sur le pain. Cela va en quelque sorte sceller le pain et éviter qu'il ne ramollisse. Certaines personnes pensent qu'il faut enlever ce petit filament blanc qui se trouve à côté du jaune d'œuf avant de le cuire. Je suis là pour te dire que ces filaments s'appellent des chalases. Et il n'y a pas besoin de s'en débarrasser. Ils sont là pour tenir le jaune en place au centre de l'œuf. Les chalases n'ont pas d'incidence sur la consistance et le goût de ta nourriture. C'est toi qui vois si tu veux les enlever ou non. Tu as déjà remarqué que les briques du jus ont 2 languettes sur les côtés ? Ce sont en réalité des poignées. Les fabricants ont conçu ces briques de cette façon pour que nous puissions les manipuler plus facilement, sans les écraser et faire sortir le jus. Pas besoin d'être un chef étoilé pour savoir que tu peux utiliser du sucre blanc ou de la cassonade dans toutes tes recettes. Tu t'es déjà demandé quelle était la différence entre les deux ? Il s'avère que la seule chose qui les différencie est le mode de production. On ajoute une petite quantité de mélasse dans la cassonade.
La mélasse est une sorte de sirop obtenu lors de la transformation de la canne à sucre. C'est ce qui est enlevé en cours de raffinage. C'est de cette façon qu'est produit le sucre blanc. Mais si une certaine quantité de mélasse reste dans le produit final, on obtient de la cassonade. Ce qui a ce goût plus prononcé et cette couleur plus foncée. C'est une bonne chose. Tu peux mettre plein de choses dans ton lave-vaisselle, pas seulement des assiettes et des couverts. Par exemple, tu peux y laver tes gants de cuisine en silicone, les pommeaux de certains appareils électroménagers, comme ceux de ton four ou de ta plaque de cuisson. Certaines éponges et autres serviettes réutilisables aussi peuvent être lavées au lave-vaisselle. En parlant de produits ménagers pour la cuisine, tu peux faire plein de choses avec le liquide vaisselle. Tu peux nettoyer ton mobilier de jardin, par exemple. Ajoute un peu de liquide vaisselle dans de l'eau chaude et utilise ce mélange pour frotter tous tes meubles de jardin avec un morceau de tissu. Rince-les avec ton tuyau d'arrosage. Tu peux aussi utiliser ton liquide vaisselle pour enlever les taches de gras de tes vêtements, les taches de sauce des pâtes, d'assaisonnement de salade. Ça nous arrive à tous de louper notre bouche. Mets un peu de liquide vaisselle sur la tache et rince à l'eau. Pour les vêtements clairs, il vaut mieux utiliser du liquide non coloré. Pour les taches les plus tenaces, laisse agir le liquide vaisselle pendant quelques minutes, puis mets le vêtement à la machine comme d'habitude. Et achète-toi un biberon peut-être aussi. Si tu n'as toujours pas trouvé de technique qui te convient pour organiser ta garde-robe et que tu es envahi par les piles de vêtements, il existe un truc simple qui peut peut-être fonctionner. C'est la technique 1 de plus, 1 de moins. Pour chaque vêtement que tu achètes, tu dois te débarrasser d'un vieux vêtement. Tu désencombreras régulièrement ton armoire. Pour trouver les choses plus facilement, bonne chance, laisse les vêtements que tu utilises le plus souvent au niveau de tes yeux. Tu pourras les trouver plus facilement et les sortir de l'armoire rapidement. Les vêtements que tu utilises moins souvent, comme les vêtements de soirée par exemple, peuvent être rangés sous ou au-dessus du niveau de tes yeux. Les vieilles boîtes en étain peuvent se révéler très utiles. Si tu y colles des aimants très puissants à l'intérieur, elles peuvent servir de récipients aimantés. Tu peux y ranger tout plein d'objets comme des pinces de cuisine, des cuillères à glace ou même des couverts. Tu peux les placer sur n'importe quelle surface métallique, comme la porte de ton frigo. Elles iront très bien avec le reste de tes aimants. Au fond de ta buanderie, tu possèdes un outil indispensable pour ramasser les poils d'animaux. Ça marche même mieux que les rouleaux adhésifs. Il s'agit des lingettes pour sèche-linge. Une seule de ces lingettes et un peu d'huile de coude et le tour est joué. Plus de poils de médor partout. Ça fonctionne sur toutes les surfaces, mais c'est particulièrement efficace sur les meubles rembourrés. Si tu ne veux pas que tes portes grincent à chaque fois que tu entres dans une pièce, prends une savonnette et frotte-la directement sur les charnières. Ça ne fonctionne que quelques temps par contre, mais ça fera l'affaire jusqu'à ce que tu ailles dans un magasin de bricolage. Pour acheter du lubrifiant par exemple ? Tu as déjà remarqué que dans certains ascenseurs, il y a une étoile à côté de tel ou tel étage. Et non, ce n'est pas fait pour indiquer l'étage de mon bureau. Elle sert à indiquer la sortie la plus proche, et elle n'est pas toujours au premier étage. Elle est plutôt à l'étage le plus proche de la rue. Tu t'es déjà demandé pourquoi les panneaux stop sont rouges ? Il y a quelque temps, il n'y avait pas de couleur spécifique. Avant 1920, il n'y avait même pas de forme standard. En 1922, quelqu'un a eu l'idée d'imposer l'octogone. Mais au départ, ces panneaux étaient jaunes. Le rouge pâlissait trop vite à cause de l'exposition au soleil. Le jaune était la meilleure option. Ce n'est que 30 ans après que la peinture émail plus résistante a été inventée. C'est alors que la couleur des panneaux stop est devenue rouge. Après tout, c'est la meilleure couleur si l'on veut que quelque chose se repère facilement. Savais-tu qu'il existe une typologie de rosier qui pousse plus haut qu'un homme ? Selon le Guinness des records, le plus haut rosier qui ait jamais existé se trouve à Vienne. Et il mesure plus de 8,50 m de haut. Oui, ce rosier a osé. Comme nos empreintes digitales qui sont uniques, il n'existe pas deux tigres avec les mêmes rayures. C'est comme ça que les personnes qui travaillent avec ces gros félins les distinguent les uns des autres. Je parie que tu ne savais pas que la Maison Blanche a son propre fleuriste au sous-sol. Ce commerce s'occupe des ornements pour tous les événements organisés à la Maison Blanche. On sait bien que la pizza est devenue un élément de base de la cuisine américaine malgré ses origines italiennes. Ce plat est tellement apprécié que les Américains achètent 350 parts de pizza chaque seconde.
Personnellement, je trouve que je n'en mange pas assez. Afin de répondre à l'incroyable demande, environ 17% de tous les restaurants des États-Unis sont des pizzerias. Il existe une technique pour faire de la limonade sans que les graines de citron ne se retrouvent dans ton verre. Coupe le fruit en deux et essaye de le presser avec des pinces de cuisine. La partie pointue de la moitié du citron doit être placée vers le bas. Le jus va couler, mais les graines resteront dans le citron. De la limonade. C'est bon ça avec de la pizza. Tu es en train d'essayer un jean, une robe ou une veste et tu t'apprêtes à enfoncer ta main dans la poche quand soudain, tu réalises que c'est impossible. Il n'y a pas de poche du tout. Mais pourquoi coudre des poches dans lesquelles on ne peut rien mettre ? Tu peux maintenant ramasser ton iPhone par terre. Eh bien, la raison est très simple. Ajouter des poches sur certains vêtements pourrait nuire à la coupe qu'on leur a donnée initialement. Elles peuvent les déformer dans l'entrepôt ou sur le présentoir du détaillant. La solution ? Se débarrasser des poches aux endroits clés. De plus, les fausses poches coûtent bien moins cher et elles ne se distendent pas. Cette pratique curieuse remonte au XVIIe siècle. À cette époque, les poches étaient amovibles. Elles étaient comme de petits sacs et les femmes, par exemple, pouvaient les faire passer d'une tenue à l'autre. Malheureusement, c'était aussi très pratique pour les pickpockets. Rien de plus simple que de s'emparer de ces poches. Ensuite, les vêtements ont évolué. Et on a commencé à y coudre de minces poches au lieu de ces sacs détachables. On pensait que cela embellissait la silhouette. Mais bientôt, des jupes plus étroites sont apparues. Et les poches sont passées à la trappe. Les gens ont commencé à utiliser des sacs à main à la place. Aujourd'hui, la plupart des poches sont réelles, mais les fausses n'ont pas complètement disparu. Alors, comment s'assurer que notre vêtement possède bien une poche et qu'on n'y trouvera pas qu'un simple trou en y mettant la main ? Tout d'abord, jette un coup d'œil à la couture le long du bord de la poche, là où elle est censée s'ouvrir. Si tu vois un seul fil lâche, coupe-en un bout et commence à tirer doucement. Si la poche est réelle, le fil sortira facilement. Mais si la couture ne bouge pas, il est fort probable qu'il s'agisse d'une fausse poche. Dans ce cas, laisse tomber. Voyons maintenant quels autres objets du quotidien recèlent un petit secret. Par exemple, ces lignes sur certaines variétés de chips. Elles aident à répartir les épices et les assaisonnements. En gros, toutes ces substances qui donnent leur goût à tes chips sont retenues entre ces lignes. Et puis, elles les rendent plus croustillantes. Les surligneurs sont remplis d'une encre fluorescente semi-transparente qui brille sous une faible lumière. Les teintes jaune et vert clair sont les plus populaires, car elles permettent de voir le texte quand tu fais une photocopie en noir et blanc. Les photocopieuses ne détectent pas ces couleurs et la page reste nette. Autrefois, il y avait un problème avec les jeans. Les ouvriers et les mineurs, qui furent les premiers à en porter, les maltraitaient souvent pendant leur travail. Et les coutures ne résistaient pas et se déchiraient. De minuscules rivets en métal furent donc ajoutés pour renforcer ce vêtement si populaire. La plupart des fermetures éclairs en métal se bloquent automatiquement. C'est pourquoi tu ne dois pas laisser la tirette pointée vers le haut. Lorsque tu la ramènes vers le bas, elle se verrouille en quelque sorte. Ceci grâce à de petites rainures cachées sous la tirette. Maintenant, parlons de ces lignes horizontales sur les bouteilles en plastique. C'est grâce à elles que les bouteilles tiennent debout. Certaines bouteilles sont fabriquées en plastique souple. Sans ces lignes, elles se déformeraient. Elles seraient toutes tordues et pourraient même se casser. La mousse de bain ne sert pas seulement à s'amuser ou à parfumer l'eau. Elle sert aussi à réguler la température. Les bulles retiennent la chaleur et tu peux profiter de ton bain plus longtemps. Avec ou sans canard en plastique. As-tu remarqué cette couche de liquide transparent dans les stylos à encre gel ? C'est ce qu'on appelle le liquide de suivi ou le liquide d'arrêt. Le gel de ces stylos contient des particules de pigments dissoutes dans une solution de polymère. Le gel doit être assez épais pour maintenir les particules en suspension, mais aussi assez fluide pour s'écouler d'abord sur la bille, puis sur le papier. Le liquide d'arrêt empêche le gel de s'évaporer ou de s'écouler. Sans ce fluide transparent, ton stylo à encre gel n'écrirait pas. Le fluide est fixe et ne se dissout pas avec le gel. Il ne se déplace pas vers l'arrière et ne s'écoule pas du stylo. Les trous au bas de tes écouteurs permettent à l'air de circuler et de traverser les haut-parleurs.
Cela permet d'augmenter les basses fréquences, ce qui améliore la qualité des sons graves. Et la qualité du son en général en est améliorée. Certains récipients de lait en plastique ont des creux sur le côté. C'est qu'ils n'arrêtent pas de se cogner partout. Ces creux ont plusieurs fonctions. Tout d'abord, lorsque le lait se périme, cela provoque généralement un gonflement et une augmentation de la pression à l'intérieur du récipient. C'est à ce moment-là que le creux est utile. Il enfle et empêche le récipient d'éclater. En outre, si tu décides de congeler ton lait, il se dilatera comme n'importe quel autre liquide. Et ce creux se gonflera et ta bouteille de lait restera intacte dans ton congélateur. Une bonne chose. Les hublots des avions ont des bords arrondis et c'est très important pour la sécurité. Cela permet d'éviter les accidents. Les points faibles sont généralement situés dans les coins. Si les hublots d'avion étaient carrés ou rectangulaires, ils auraient donc 4 points faibles. Avec la pression, ça pourrait être catastrophique. Si tu regardes attentivement les câbles aériens des tramways, tu verras qu'ils zigzaguent au lieu de courir en ligne droite. Tous les tramways ont des pantographes sur leur toit. La partie supérieure du pantographe s'use progressivement au contact du câble, et à terme, il doit être remplacé. Pour qu'il s'use uniformément, les câbles ne suivent donc pas une ligne droite, mais en zigzag. Le tramway avance et son pantographe s'use plus lentement. Tu t'es peut-être déjà demandé pourquoi certains bidons d'essence ont 2 trous avec des bouchons, un grand et un plus petit. Avant, je croyais que le petit trou servait à verser le liquide dans un petit récipient. Mais je me trompais. Et c'est très rare. En réalité, il faut le déboucher avant de verser ton essence par le grand trou. Tu éviteras ainsi qu'il ne glougloute et ne se répande par terre par accident. La plupart des boutonnières d'une chemise sont verticales. Mais celles du haut, et parfois du bas, sont horizontales. La raison en est simple. Ces 2 boutons glissent plus souvent que les autres. Heureusement, les fabricants ont trouvé une solution pour empêcher ces boutons de glisser. Les boutonnières horizontales. Quelle ingéniosité! Les boutons se défont moins souvent dans ce type de boutonnière. Les sachets de sucre ou de sel sont plus faciles à ouvrir qu'on ne le pense. Il n'est pas nécessaire d'arracher l'une des extrémités. La bonne méthode consiste en fait à les déchirer par le milieu. Certaines bottes sont munies de boucles au-dessus du talon. Elles te servent à enfiler tes chaussures plus facilement. Il suffit de tirer sur la boucle pendant que tu pousses ton talon dans la botte. Tu peux aussi utiliser ces boucles pour accrocher tes chaussures lorsqu'elles sont sales ou lorsque tu veux les faire sécher après lavage. Tu peux aussi faire passer tes lacets dans la boucle si tu veux les attacher autour de ta cheville. Lorsque tu es dans un avion, tu remarqueras peut-être un petit triangle au-dessus de ton siège. Ces triangles indiquent au personnel de bord les meilleurs endroits pour vérifier les volets de l'avion à travers le hublot. On n'est jamais trop en sécurité. Si tes chaussures sont vraiment trop glissantes, il te suffit de prendre un peu de papier de verre et de le frotter sur tes semelles. Elles accrocheront mieux et tu pourras les porter quand il pleut. Mais attention à ne pas trop les poncer. Tes pieds pourraient prendre l'eau. Si tu perces quelques trous au fond de ta poubelle, il te sera plus facile de placer et de sortir tes sacs. L'air circulera mieux et ne les retiendra plus. Tu trouveras généralement du gel de silice dans les sacs, les chaussures et beaucoup d'autres choses que tu achètes. Ce gel absorbe l'excès d'humidité. Ne jette pas ces sachets. Chaque fois que tes chaussures sont mouillées, mets-en quelques-uns à l'intérieur. Les thermos n'ont pas été inventés pour que ton café reste chaud. Ils ont été conçus par un scientifique écossais qui voulait conserver ses produits chimiques à une température stable. Il a donc pris 2 bouteilles, a mis la plus petite à l'intérieur de la plus grande et a retiré l'air entre les deux. Mais c'est quand même pratique pour les pique-niques.